Bienvenue donc pour cette quatrième édition du cours d'économie de l'assurance. Non, pardon, c'est la troisième, on va y arriver. En fait, la semaine dernière, si vous vous souvenez bien, on a terminé de présenter les raisons pour lesquelles les assurés avaient intérêt à s'assurer, et puis on a commencé à prendre le point de vue de l'assureur, et en particulier, on s'était intéressé aux conditions pour qu'un risque soit assurable. Alors ce qu'on a montré, en fait, c'est que les conditions pour qu'un risque soit assurable, c'était en gros les hypothèses des théorèmes centrales limites, et les deux conditions centrales, c'était l'indépendance, et non pas l'assurance, parce que l'assurance, ça ne veut pas dire grand-chose, c'était l'indépendance, d'une part, c'était évidemment nécessaire pour obtenir le théorème central limite, et la commensurabilité des risques. Ce que j'appelle commensurabilité, vous savez, quand on dit quelque chose de choses qu'elles sont incommensurables, ça veut dire qu'on ne peut pas les ramener à une même mesure. Donc ce que je vais appeler la commensurabilité, c'est qu'en gros, elles sont à peu près de la même taille. Les risques sont à peu près de la même taille. Et plus précisément, il n'y a pas un risque énorme à l'intérieur d'un pool de petits risques. Donc à partir du moment où on a une indépendance entre les risques et où les risques sont tels qu'il y en a pas un beaucoup plus gros que les autres, alors le théorème central limite sur ligne de Berg fonctionne, et alors on peut faire de l'assurance, même pas forcément asymptotiquement comme le théorème central limite, mais à distance finie. Si ces hypothèses du théorème central limite ne sont pas respectées, comme c'est le cas des grands risques, alors l'idée c'est qu'il faut avoir une capacité d'assurance qui doit être égale au risque qu'on veut assurer. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez assurer un satellite à 300 millions, il faut avoir 300 millions de fonds au cas où le satellite. Alors, pas forcément 300 millions engagés sur un compte. Quand c'est 300 millions, ça peut être un droit de tirage que vous assurez via des contrats de réassurance, via des cas de monde. On verra ces instruments peut-être un peu plus tard. Mais l'idée, c'est que si vous ne pouvez pas faire jouer le théorème central limite, il faut prévoir la capacité d'assurance. J'ai aussi essayé de vous rappeler, à travers des exemples historiques, que. Pardon, on voit rien, excusez-moi. J'ai aussi essayé de vous rappeler, à travers des exemples historiques, que les probabilités dans le. Est-ce que vous voyez quelque chose? Pour l'instant, on ne voit rien du tout. Est-ce que c'est en phase d'apparition? Encore un effort. Ah, c'est pas mal, non? Intéressant. Bon. Excusez-moi. Est-ce que c'est ça par hasard? Oui, c'est bon, pardon. Donc, les raisons de s'assurer, le risque assurable égale l'hypothèse du théorème central limite. Tant que les hypothèses ne sont pas respectées, il faut prévoir une capacité d'assurance égale au montant maximum du sinistre. Et les probabilités ne sont pas des données, mais sont des constructions, au sens où si on prend les fréquences naturelles de sinistre, par exemple, on risque fortement l'antisélection, c'est-à-dire qu'on risque d'attirer les mauvais risques. Et les bons risques resteront à l'écart. Ce qu'on avait aussi commencé à faire, non seulement commencé, c'était caractériser en fait des contratypes pour caractériser un peu mieux les branches qui correspondaient à ces contratypes. Et les contratypes, c'était un contrat de responsabilité civile d'une part, un contrat de viagère d'autre part. Avant de détailler un peu plus précisément ces contrats et le type de contrat de gestion qu'ils entraînent, je voudrais revenir sur quelque chose que j'ai manifestement pas bien défini parce que j'ai eu beaucoup de questions, c'est la notion de taux de chargement. Dans le premier transport, enfin dans les transports de la première séance, on avait écrit pi égale 1 plus lambda PD, où pi, je vous rappelle, c'était le montant de la prime d'assurance. Pour le cas où on faisait face à un sinistre dont la valeur était T, donc l'indemnité potentielle c'était T, et la probabilité d'occurrence du sinistre c'était P. Et puis on avait ce 1 plus lambda, où le lambda qui est ici, c'est justement le taux de chargement. C'est-à-dire le pourcentage qu'on va ajouter à la prime pure. Ce qu'on appelle la prime pure, c'est juste l'espérance mathématique du sinistre, d'accord? Donc c'est ici la probabilité que le sinistre survienne P fois D le montant du sinistre. Donc à cette prime pure, on ajoute en quelque sorte un taux de marge, qu'on va appeler taux de chargement. Et c'est comme ça qu'on obtient la prime chargée, d'accord? Donc le chargement en lui-même, il est lambda fois la probabilité fois le sinistre, enfin fois le montant du sinistre. Alors évidemment, quand on n'est pas dans un schéma purement bernoulien, comme celui-là où la probabilité P d'avoir un sinistre, probabilité P d'avoir un sinistre, quand on est dans le cas où on a par exemple une distribution de probabilité de sinistre qui est une distribution continue, on fait l'espérance de la variable continue et puis on multiplie par un plus lambda de la même manière. C'est le taux de chargement à la même définition, mais l'espérance mathématique du sinistre est plus compliquée.
compliqué, d'accord. Enfin, on ne perd pas de généralité sur les termes qu'on utilise là. Donc le chargement, c'est en fait la prime pure fois le lambda, et quand on additionne ce chargement, donc lambda fois l'espérance mathématique de sinistre, quand on additionne ce chargement à la prime pure et l'espérance mathématique du sinistre, on obtient la prime chargée. D'accord. Et donc le pi qu'on a indiqué là-haut, 1 plus lambda p point t, c'est une prime chargée. Alors, à quoi sert ce chargement? De manière évidente, il sert à faire vivre l'assureur. Puisque l'espérance de sinistre, c'est ce que l'assureur va payer en moyenne. Donc si l'assureur ne fait payer que l'espérance de sinistre, ben, il ne peut absolument pas rémunérer ses employés. Il ne peut pas rémunérer la publicité qu'il veut faire, il ne peut pas rémunérer ni ses inspecteurs, ni les experts qu'il mandate pour aller constater le sinistre, ni aucune des opérations qu'il fait, en plus d'indemniser les sinistres. Donc c'est sur le chargement que l'assureur fait ses opérations, d'accord, sa publicité, paye le profit des actionnaires, etc. Voilà, donc la prime pure, c'est l'espérance mathématique de sinistre, le chargement, c'est ce qui permet à l'assureur de vivre. Et il faut que on a vu en particulier dans le dernier cours que la marge de sécurité que l'assureur prenait, qui permettait de garantir un niveau de confiance élevé que les assurés soient indemnisés, ça faisait aussi partie du chargement. C'est-à-dire que, en fait, si on veut avoir, non pas 50% de chance de pouvoir indemniser, comme c'est le cas si on fait payer que la prime pure, mais 99, 99,5 ou 99,9% de chance de certitude de payer les assurés, il faut faire payer plus que l'espérance mathématique, il faut faire payer l'espérance mathématique, plus une marge de sécurité qu'on va appeler chargement pour sécurité. Voilà, le taux de chargement, c'est dit. Et maintenant, on retourne à nos contrats types, et on va distinguer donc un contrat de responsabilité civile, on est toujours dans le schéma, on a une probabilité P, le survenant du sinistre D, je dis ça parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, mais si vous voulez vous donner une quantité de probabilité des sinistres, c'est pas un problème. Donc la prime pure, c'est la probabilité du sinistre. Le problème en général de la responsabilité civile, c'est qu'a priori, le P n'est pas connu. D'ailleurs, a posteriori, il n'est pas forcément connu non plus. Ce que j'entends par là, c'est que quand vous voulez assurer quelqu'un en automobile, vous ne savez pas quelle est la probabilité qu'il y ait un accident. Alors, bien sûr, vous avez une histoire passée des gens qui ont les mêmes caractéristiques que lui. Alors, en plus, maintenant, il y a 10 ans, la question des caractéristiques était quand même assez maigre, parce que ce qu'on avait comme caractéristiques, c'était le sexe, l'âge, la catégorie socio-professionnelle, le département et le type de véhicule. Maintenant, grâce à ces merveilleuses machines, on a en général toutes les données de navigation des gens. Et donc on sait que si vous regardez des Ferrari sur des sites web à leur temps perdu, qu'ils mettent sur leur mur Facebook des trucs pour trafiquer les moteurs des voitures, on sait que ce sera a priori de tout mauvais risque que si ils font du jardinage ou de la cuisine. Voilà. Bon, donc la probabilité de sinistre ou la distribution de probabilité des sinistres n'est pas connue a priori, et tout ce qu'on peut faire, c'est l'approcher à travers des variables qui sont indicatrices, qui permettent de ranger l'assuré potentiel, avant qu'il ait signé ou à l'appeler un prospect, dans une catégorie de risque. Mais si j'insiste sur le fait que cette probabilité de sinistre n'est pas connue, c'est qu'en fait le principal risque qu'on a dans les assurances de responsabilité civile, en particulier en accès auto, c'est le risque de souscription, c'est-à-dire le risque, c'est la même chose, soit de dire on tarife mal, soit de dire on accepte des mauvais risques. Parce que concrètement, il n'y a pas de mauvais risques si on les tarife correctement. Un type qui prend sa voiture et qui en engloutit 50 dans la journée, si vous voulez lui payer ce qu'il faut pour indemniser les 50 victimes, c'est pas particulièrement un mauvais risque. Bon, il sème la mort sur son passage, mais vous n'avez pas de jugement moral à porter. Votre métier, c'est pas de dire que les assurés sont des bons ou des mauvais risques. Votre métier, c'est d'indemniser les victimes. D'accord. Donc, si vous êtes donné pour indemniser les victimes, tant mieux. Enfin, évidemment, le problème, c'est que si on arrive à la moyenne, quelqu'un qui s'avère avoir plus d'accidents que les autres, on peut dire je l'ai mal tarifé, ce qui est une façon de dire que c'est de ma faute, on peut dire c'est un mauvais risque, c'est une façon de dire que c'est de sa faute. En fait, c'est le même jugement, d'accord? C'est de dire ce que je lui ai fait payer est inférieur à ce que j'aurais dû lui faire payer, vous pouvez dire que c'est de sa faute, vous pouvez dire que c'est de la vôtre, mais l'important c'est que vous ne lui avez pas fait payer assez. Or ça, c'est le risque important en responsabilité civile. Pourquoi? Parce que l'exemple que je vous ai donné 25 fois, qui était celui du type qui, en sortant de boîte de nuit, coince sa voiture sur les rails du train, le passager debout, le train percute la voiture, déraille, tape le pied d'un pont, le pont s'écroule, tombe sur des maisons, et donc il y en a 30 millions d'euros de dégâts. Vous comprenez bien que ça, il va vous falloir des milliers et des milliers de primes d'assurance pour rembourser ce risque-là.
Et donc par rapport à l'assuré lambda, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a à peu près 50% des assurés qui sont au bonus maximal. Il y a à peu près 50% d'assurés qui n'ont pratiquement jamais d'accident. Donc par rapport en responsabilité civile auto. Donc par rapport à l'assuré moyen qui n'a jamais d'accident, souscrire le gars qui va faire 30 millions d'euros de dégâts, d'abord ça vous mange les primes de pratiquement 20 000 assurés, ou 30 000 assurés, et puis ensuite, le fait, c'était un très très mauvais risque. Et donc, le risque, si je puis dire, d'assurer en responsabilité civile auto, c'est d'attraper un estigris comme celui-là. Parce que celui-là, vous ne lui ferez jamais payer une prime suffisante. Monsieur, c'est 30 millions si vous voulez conduire. Non, c'est pas 30 millions, c'est pas possible. Donc, vous voyez qu'il y a une très grande variance par rapport au cas suivant qu'on va considérer qui est celui de la rente viagère. Dans le cas d'une rente viagère, même si on prend jeune Calment qui vit 120 ans, 120 ans, c'est 40 ans de plus que la personne qui aurait dû vivre jusqu'à 80 ans. D'accord ? 40 ans de plus que la personne qui va vivre jusqu'à 80 ans, avec l'actualisation, ça ne fait pas 3 fois plus. Ça fait quelques pourcents de plus. Alors que là, par rapport à l'assuré standard, qui n'a jamais d'accident et qui ne coûte rien, le type 40 millions qui fait 30 millions de dégâts, il ne fait pas 20 fois plus, il ne fait pas 100 fois plus, il ne fait pas 1000 fois plus, il fait... c'est incommensurable, de fait, donc c'est un problème. Donc en responsabilité civile, le problème c'est essentiellement un problème de souscription, c'est essentiellement un problème soit de tarification, soit de sélection des risques. Bon, le deuxième type de contrat qu'on considère, c'est le contrat de rente viagère. Alors là, on m'a demandé de préciser mes hypothèses de calcul des rentes viagères. Maintenant qu'on a vaguement posé l'actuariat et que vous savez ce que sont les LX, on va pouvoir tarifer un peu plus précisément en se demandant combien est-ce que je dois verser par an pendant N années pour obtenir une rente viagère de 1 euro. Et une rente viagère, par définition, c'est tant que je suis en vie, d'accord. Bon, donc on va prendre une hypothèse simplificatrice quand même, qui est qu'on va prendre un seul taux d'intérêt, R. Alors qu'en principe, le taux d'intérêt, évidemment, sur la durée de la rente viagère, non seulement il est variable, mais en plus, ce qui est compliqué dans le fait qu'il soit variable, c'est que, puisque vous investissez pour un nombre d'années qui va dépendre du temps qui vous sépare du moment où vous allez prendre la rente viagère, c'est pas tous les mêmes taux d'intérêt variables, d'accord. C'est-à-dire que, le fait, si vous avez 20 ans et que vous cotisez pour prendre une rente viagère à 60 ans, la première année, vous allez avoir des taux d'intérêt à 40 ans, mais la deuxième année, vous allez avoir des taux d'intérêt à 39 ans. Or, on peut considérer que la différence entre le taux d'intérêt à 39 ans et le taux d'intérêt à 40 ans est négligeable, mais vous voyez quand vous regardez le cours des taux, que le taux d'intérêt à 3 mois, c'est pas le taux d'intérêt à 1 an, c'est pas le taux d'intérêt à 2 ans. En général, le cours des taux est croissant. Bon, donc, dire qu'il y a un seul taux d'intérêt, c'est évidemment simplifier le calcul, mais c'est déjà bien assez si vous vous souvenez de ça. Alors, vous vous souvenez que pour calculer les rentes viagères, on a utilisé les notations actuarielles, c'est-à-dire qu'on a L0 qui est en fait la cohorte de départ, la population de départ, et puis après X années, on a LX survivant, et donc la suite des LX, avec X qui vaut entre 0 et l'infini, donc en général ça s'arrête à 120, comme vous le savez, non même avant. Donc la série des LX, c'est ce qu'on va appeler une table de survie. Donc pour calculer la valeur du rente viagère, on a besoin d'une table de survie. La table de survie, en fait, la table de survie, elle est donnée la plupart du temps par une table de mortalité, qui est en fait le complément. La table de mortalité, c'est pas le nombre de survivants, c'est le nombre de gens qui meurent chaque année. Et il y a des tables de mortalité légales, c'est-à-dire que même si vous ne savez pas comment anticiper la mortalité de vos assurés, de toute façon, il y a dans la loi des tables de mortalité que vous pouvez utiliser pour calculer les rentes viagères. Et ces tables de mortalité, vous êtes de toute façon obligé de les utiliser pour calculer vos provisions mathématiques d'assurance. Vous pouvez utiliser vos propres tables de mortalité que vous devez faire certifier par un actuaire, que si elles sont moins avantageuses pour vous. Pourquoi est-ce qu'il y a une table de mortalité légale? Simplement pour éviter que des assureurs qui nous proposent des rentes viagères à un prix cassé, en disant moi j'ai une table de mortalité qui est très bonne parce que je considère que je vais assurer que les fumeurs, les alcooliques, les suicidaires, les gens qui conduisent trop vite, tous ceux qui vont mourir très vite, du coup ça ne coûte pas très cher de faire des rentes viagères. Évidemment, vous allez attirer les gens qui vont vivre longtemps et vous n'allez pas pouvoir payer au bout du compte. Donc pour éviter ce problème d'antisélection qui aboutirait au fait que vous ne pourrez pas servir les rentes viagères, donc pour éviter en fait le hard discount en matière de rentes viagères qui pourrait prouver l'État qu'on ne pourrait pas servir, l'État a fixé depuis le 19e siècle une table de mortalité standard qui est telle qu'on ne peut pas vendre les rentes moins chères que pour cette table-là. Et c'est le cas d'ailleurs dans tous les pays développés, il y a des tables de mortalité légales.
Voilà. On a donc... Ceci était pour insister sur la différence avec la responsabilité civile automobile, ou pour habitation, ou professionnelle, où là, il n'y a pas de table d'État, il n'y a pas de table légale, d'accord. Même pas d'ailleurs en Union soviétique à la grande époque, parce qu'il n'y avait pas de voiture, donc la question de la responsabilité civile auto se posait peu, mais quand vous allez voir un assureur, pour lui demander d'assurer votre automobile, il ne va pas regarder le barème fixé par l'État. De fait, si vous avez un litige avec lui et que vous ne trouvez aucun assureur qui accepte de vous assurer, vous pouvez demander à la Commission centrale de tarification de vous faire un tarif. Mais justement, ce tarif, ce n'est pas une table qui est publiée et qui est connue. C'est un tarif qui est fait, non pas à la table du client, mais par une commission centrale qui doit expliquer sa méthode. Mais il n'y a pas de table fixée. Alors que pour les ventes, il y a une table fixée. Et donc, même si la compagnie se lance, elle peut toujours utiliser la table de mortalité qui permet de calculer le nombre de survivants à chaque âge, qui permet donc de calculer la table de survie, donc tous les risques. Voilà. Donc alors, on va d'abord commencer par calculer la valeur de la rente au moment où on vient de faire le dernier versement et où on se prépare donc, on s'attend donc à toucher dans un an une rente viagère qui durera jusqu'à ce qu'on soit plus rente. Donc qu'est-ce que c'est la valeur de cette rente viagère? C'est en fait que tous les ans, on va payer 1 € aux survivants, à l'ensemble des survivants. Donc l'ensemble des survivants, on est l'année LN, puisqu'on a versé pendant N années. L'année prochaine, il y aura LN plus 1 survivant. Et donc, si on verse 1 € au LN plus 1 survivant, la valeur présente de cet euro, c'est LN plus 1 divisé par 1 plus R, puisque R est le taux d'intérêt, il faut évidemment actualiser une période, et encore divisé par LN, puisque, en fait, aujourd'hui, il y a LN survivant. Et évidemment, le pactole que représente la rente viagère va être partagé entre les survivants. Enfin, on n'aura pas à verser plus de rente viagère que le nombre de survivants. Et donc, dans 2 ans, on paiera 1 € à chacun des LN plus 2 survivants, mais il faut actualiser dans un facteur 1 plus R 2, et ainsi de suite. Donc, d'où le fait que la valeur présente de la rente viagère de 1 an jusqu'à la mort de toute la génération qui a cotisé pendant les années précédentes, c'est en fait la somme pour t égale 1 à plus infini, même si on sait que ça ne va pas en fait à plus infini, ça s'arrête quand le dernier rentier viager est éteint. C'est donc la somme pour t égale 1 jusqu'à la mort de tous les rentiers viagers. Chaque année, on paye 1 € à Ln plus t rentier viager et on actualise 1 plus R puissance t. Voilà, donc ça c'est en gros la valeur présente de ma rente viagère, l'année N, sachant que l'année N plus 1, je vais commencer à toucher 1 € par an pendant un nombre d'années. Alors en fait, il y a un nombre d'années aléatoire, parce que je ne sais pas combien de temps je vais vivre, mais on connaît quand même la distribution de probabilité, la loi des décès et des survies. Bon, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste évalué la valeur présente de la rente que je toucherai au moment où j'arrête de payer pour avoir le droit de la toucher. Et donc maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on calcule combien je dois payer tous les ans en amont, pendant N années, pour avoir le droit de toucher cette rente. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut simplement calculer la nuitée viagère, qui est équivalente, pardon, pas la nuitée viagère, la nuitée que je vais payer pendant N années, qui est équivalente à la valeur de cette rente que je vais toucher à partir de l'année plus 1. Donc je mets à droite la valeur de cette rente qu'on vient de calculer. Et alors pourquoi est-ce que je multiplie par Ln? Parce que l'idée c'est que je vais avoir Ln rentier qui vont la toucher, sachant que on a L0 personnes qui commencent à payer avec moi l'année 0. D'accord? Donc on sait qu'à partir de Ln, il y a Ln personnes qui vont toucher cette rente, et l'année 0, on est L0 à signer le contrat et à commencer à cotiser l'année L1. Et donc l'année L1, qu'est-ce qu'on va faire? L'année L1, on va verser chacun une annuité A. Et cette annuité A, en fait, elle va fructifier au taux R pendant T-1 année. Pardon. C'est pas T-1 année, c'était N-1 année. Et donc, erreur. Pourquoi N-1 année? Puisque je me suis engagé à cotiser pendant N années. Et la première annuité, je la paye l'année 1. Donc si je la paye l'année 1, ça veut dire que pendant l'année 2, 3, 4, jusqu'à N, ça va revenir. Il faut attendre que ça revienne.
jusqu'à l'année N, mon capital va fructifier, d'accord? Et donc, l'annuité A que j'ai versée la première année va fructifier pendant N-1 année. L'annuité A que j'ai versée la deuxième année va fructifier pendant N-2 années. L'annuité A que j'ai versée pendant la troisième année va fructifier pendant N-3 années. Et ainsi de suite. Seulement, je ne suis pas le seul à verser une annuité A. En fait, tous les survivants versent une annuité A. Et donc, l'année 1, le nombre d'annuités qui est versé, c'est A, L1. Et ça fructifie pendant N-1 année. L'année 2, en fait, c'est A, L2, puisqu'on est L2 survivant à verser une annuité A qui fructifie pendant N-2 années, et ainsi de suite. Donc, au bout de N années, ce qu'on a, c'est qu'on a la somme T égale à N de une annuité fois le nombre de survivants de chaque année, donc L0 plus T, multiplié par un facteur de capitalisation qui est 1 plus R, N moins T. Et donc, au bout du compte, ça doit permettre de servir les rangs viagères à Ln survivants. Bon, et bien maintenant, on a notre équation complexe, c'est-à-dire qu'on peut calculer A. D'accord. On peut calculer A comme étant le quotient de. En fait, comme on peut le sortir de la première somme, et comme on peut remplacer ici PRV par ce qu'on avait mis dans le précédent transparent, de fait, on peut écrire que A, c'est cette espèce de gros quotient. Bon, c'est pas super excitant. Quand on l'écrit, ça va à peu près de soi. En fait, là, c'est relativement simplifié parce qu'on a travaillé de manière discrète, donc avec des tables de mortalité qui étaient discrètes, c'est-à-dire avec des tables de survie qui étaient discrètes, c'est-à-dire avec un nombre de survivants chaque année, et avec des versements annuels. Évidemment, le problème, c'est qu'en réalité, ne fonctionne pas par année, mais vous signez un contrat le 12 mars, et puis vous prendrez votre retraite le 14 avril, et puis vous pouvez décéder le 14 septembre ou le 17 septembre, et donc il faut travailler en continu. Donc en continu, c'est un peu plus subtil, mais on va peut-être s'arrêter là parce que ça suffit. Pour l'essentiel, ce que vous comprenez, c'est quand même qu'au dénominateur, on a des taux d'intérêt. Et donc, concrètement, plus le taux d'intérêt est élevé, moins il va y avoir besoin de payer en amont pour pouvoir toucher 1 euro de rente dans la suite. Ce qui va complètement de soi, puisque plus le taux d'intérêt est élevé, plus les versements que vous faites pendant votre période d'activité vont capitaliser vite, et plus la valeur actuelle des versements, des rentes que vous allez toucher dans le futur est faible. Donc, évidemment, plus le taux d'intérêt est fort, moins vous avez besoin de payer l'euro de rente viagère que vous toucherez dans les. Voilà. Donc, oui. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. J'ai modifié dans le premier transparent, mais je n'ai pas modifié dans celui-là. Donc, vous avez raison, je vais modifier dans celui-là. Donc, c'est ici que ça se passe. Merci. Alors, c'est N, c'est évidemment pas NN. Nous y sommes, le petit temps de latence qui est nécessaire pour que le transparent s'affiche à nouveau. Voilà, on a retrouvé le moins T, donc tout va bien. Et on a bien A qui est une fonction décroissante du taux d'intérêt. Bon, alors pourquoi je vous ai raconté tout ça? D'abord parce que c'est toujours agréable d'écrire des grosses équations avec des sigma. Et puis, en fait, c'est surtout pour vous montrer deux choses. D'abord que, si on veut faire l'analogie avec le risque de responsabilité civile, où on a vu que le problème essentiel en responsabilité civile, c'était le risque de souscription, par analogie, en assurance vie, le problème qu'on va avoir, c'est celui du client qui vivrait trop longtemps. C'est l'histoire de Jeanne Calment. Je vous avais raconté la dernière fois. Mais en fait, justement, si on prend l'exemple de Jeanne Calment, qu'est-ce qu'on voit? Je vais reprendre mon équation. On voit que Jeanne Calment, si on est avec elle, c'est qu'elle vit plus longtemps. Donc, de fait, cette somme-là va être plus importante. Parce que, alors que le client habituel va mourir à 80 ans, Jeanne Calment va mourir à 120 ans. Jeanne Calment ne va pas mourir à 120 ans, mais sa fille va prendre son identité de sorte qu'on va payer la rente viagère pendant 120 ans. Seulement, comment on applique un escompte au versement futur? En fait, vu d'aujourd'hui, le problème de Jeanne Calment, il est relativement. Si on suppose que quelqu'un qui part à la retraite à 60 ans et qui vit, une femme qui part à la retraite à 60 ans et qui vit jusqu'à 90, comme c'est à peu près la moyenne, ça va être, on va lui payer 30 années de cotisation. Alors que Jeanne Calment, on lui en a payé 60. On va dire Jeanne Calment, elle coûte 2 fois le retraité moyen. Sauf qu'avec l'actualisation, en fait, c'est pas 2 fois. Puisque plus on s'éloigne dans le temps, plus le facteur d'actualisation diminue les sommes futures.
finalement, on va leur présenter, elle vaut même pas une fois et demie le retraité moyen. D'accord? Alors que ce qu'on a vu, c'est que l'assuré moyen, il coûte pratiquement rien, tandis que, en responsabilité civile auto, tandis que le mauvais risque, il coûte plusieurs milliers de fois l'assuré moyen. Donc vous voyez que le problème de souscription en assurance vie, il est très anecdotique parce que c'est rigolo l'histoire de John Calment, mais il n'a pas une incidence considérable comme le mauvais risque en responsabilité civile. Le vrai problème, ce serait qu'il y a quelqu'un qui vit 1 million d'années. Mais là, on se rendrait compte quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Et donc, même si ça arrange le ministère des Finances de dire qu'il y a des Français qui vivent 1 million d'années, les assureurs, ça se voit quand même qu'on est un peu en dehors des limites de la table de mortalité. Bon, donc de fait, alors après, vous pouvez argumenter que oui, mais quand même, ce qui se passe, c'est que tous les assurés ne vivent pas jusqu'à prendre leur anti-agère, et donc le sujet, c'est qu'il y en a qui meurent avant. Et donc le vraiment bon risque en assurance vie comme ça, c'est le client qui cotise pendant toute sa durée d'activité et à 60 ans ou 65 ans lors d'un infarctus. Bon, d'accord, il ne faut pas le dire trop fort quand même, parce que sinon, comment dire, vous auriez un peu cynique de dire un truc comme ça. D'autant que, du point de vue de l'évolution de la mortalité, si vous voulez, le régime de mortalité actuel, c'est quand même qu'il n'y a pas beaucoup de morts. Il n'y a pas beaucoup de morts avant le moment où tout le monde se met à mourir. J'entends par là que aujourd'hui, à peu près tout le monde vit jusqu'à 80 ans, ou enfin jusqu'à 70 ans, si vous voulez. À peu près tout. Ce que j'entends par à peu près tout le monde, c'est que par opposition à un régime de mortalité d'ancien régime, où là, on a de la mort sur toute la durée de la vie, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a un cinquième de la population qui a disparu dans les 3 premières années, il y a le taux de mortalité reste haut pendant toute la vie. Et donc il n'y a pratiquement pas d'âge, le seul âge où il n'y a pratiquement pas de décès, c'est entre 25 et 40 ans. Mais alors qu'aujourd'hui, bien sûr qu'il y a des gens qui meurent avant 75 ans, et bien sûr que c'est une tragédie. Mais ce que j'entends, c'est que ce n'est pas une chose. Il n'y a pas 80% de la population qui a disparu entre 0 et 50 ans. Aujourd'hui, si ça paraît une tragédie des gens qui meurent avant 70 ans, c'est parce que justement, c'est pas fréquent. C'est pas une situation qu'on considère comme normale, comme on pouvait considérer il y a 200 ans. Voilà, donc de fait, je voulais insister sur l'idée que dans ce type de contrat, le problème de souscription n'a pas du tout la même ampleur que dans les contrats de responsabilité civile, parce que vous n'avez pas un risque qui va vous bouffer les primes de dizaines de milliers d'assurés. Bon. En revanche, il y a un autre type de risque qui va être le risque de taux d'intérêt. Et pourquoi est-ce qu'il y a un risque de taux d'intérêt? Il faut qu'on fasse un tout petit peu de gestion pour comprendre comment ça fonctionne. D'accord? C'est-à-dire qu'on imagine une compagnie d'assurance qui fait de la vie. Et donc, comment il fait son bilan? Son bilan, il est fait de la manière suivante. À l'actif, elle a des liquidités en caisse, d'accord, donc elle a du cash. En français, on peut dire caisse, c'est aussi compréhensible que cash. Et puis, elle a surtout des actifs de plus long terme qui vont lui rapporter un rendement. D'accord? C'est des actifs de plus long terme. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que si les assurés cotisent auprès de la compagnie d'assurance plutôt que d'enfouir des billets sous leur matelas ou dans leur tirelire, c'est bien parce que la compagnie d'assurance est capable de leur fournir à la fois une sécurité et aussi un rendement. Et donc, qu'est-ce qu'a fait la compagnie? Elle a acheté des OAT, des obligations assignées du Trésor, c'est-à-dire donc des obligations d'État. Bon. Et donc, dans son bilan, elle a 10% de liquidité et 90% d'OAT qui rapportent. Alors aujourd'hui, les OAT, ça ne rapporte pas grand-chose, mais en même temps, l'assurance, ça n'a pas commencé aujourd'hui et ça ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Les taux remonteront et les compagnies d'assurance continueront d'avoir 60% d'OAT à l'actif de leur bilan. Normalement, dans un bilan de compagnie d'assurance, il n'y a pas que des OAT, il y a aussi des actions, il y a aussi des parts dans des fonds d'infrastructure, il y a aussi de l'immobilier, il peut y avoir plein de choses. Mais là, pour le motif de simplicité, et puis pour illustrer le problème du risque de taux d'intérêt, on va mettre que des OAT. Et puis, au passif, qu'est-ce qu'on a? On a un peu de capital, en fait, chez un assureur, il n'y en a pas beaucoup, et on a des provisions mathématiques. Qu'est-ce que c'est ces provisions? Ça représente en fait la valeur de ce qu'on doit payer aux assurés. Et donc, pour que l'actif soit égal au passif, on va considérer qu'on a 98 de provision et 2 de capital, d'accord, au passif. Bon. Et alors, ce qui est important, c'est de comprendre qu'en fait, on n'a pas les mêmes durations entre l'actif et le passif. Pourquoi? Parce que nos OAT, elles ont une duration moyenne de 8 ans. Je donne des chiffres un peu arbitraires, mais c'est juste pour que vous compreniez le problème. On va dire que nos OAT ont une duration moyenne de 8 ans, tandis que les provisions d'assurance
l'assurance une duration moyenne de 15 ans. Qu'est-ce que ça veut dire la duration? Normalement, vous devez savoir ce que c'est parce que vous avez dû faire du maths financière. Si vous avez oublié ce que c'est, ben, je vous rappelle qu'en fait, la duration, c'est la moyenne pondérée des temps auxquels on doit toucher les coupons, enfin les cash flows des titres financiers. D'accord. Donc, quand je dis moyenne pondérée, vous voyez que j'ai écrit donc la duration comme étant la moyenne. Alors en fait, ici, ça c'est la valeur de titre financier, d'accord. Donc c'est la valeur présente puisqu'on actualise des cash flows futurs. Donc dans le cas d'une obligation, c'est tous les coupons qui vont être payés, plus le principal qui est payé la dernière année en tant que le dernier coupon. Si c'est une obligation à coupon zéro, il n'y a évidemment qu'un seul paiement qui est fait à maturité de l'obligation, qui est le capital. Donc ça, c'est la valeur de titre. Et en fait, la duration, c'est qu'on multiplie chacun des cash flows par le moment auquel il est payé. Et ça, évidemment, c'est une formule en discret. Il y a des calculs de duration en continu, c'est nécessaire si, en particulier si vous avez si vous ne faites pas avec des périodes entières. Mais pour la simplicité, regardez cette formule parce qu'elle est suffisamment significative, d'accord. Et donc, une fois qu'on a compris que ça, donc la valeur présente des cash flows futurs que le titre, enfin, en l'occurrence l'obligation va payer, c'est la valeur de marché du titre, bah, on peut écrire en fait que, tout simplement, la duration, c'est quoi? C'est la proportion que représente chacun des cash flows dans la valeur de l'action, multipliée par la distance dans le temps auquel il est payé. Donc en fait, la duration, c'est tout simplement la moyenne pondérée par la valeur relative du cash flow du moment auquel je touche le cash flow dans le futur. Et vous savez qu'en gros, pour une obligation à coupon zéro, la duration est égale à la maturité, ce qui est évident puisqu'il y a un seul flux. Et donc c'est ce flux qui fait toute la valeur de marché de l'obligation. Et pour des obligations qui ne sont pas des coupons zéro, la duration est évidemment inférieure à la maturité puisque vous allez toucher des flux, vous allez toucher des coupons dans la vie de l'obligation avant la maturité. Et donc ça va faire que vous avez des flux qui n'arrivent pas à la fin, et donc ça va faire que du coup votre duration est inférieure à la maturité complète. Bon. Donc quand on dit la duration moyenne c'est 8 ans pour les obligations, pour les OAT, ça ne veut pas dire que c'est des OAT qui maturent à 8 ans. Ça dépend du taux d'intérêt, la relation entre la duration et la maturité, mais ça veut dire plutôt que c'est des OAT qui maturent à 15 ans. Et donc quand on dit c'est 15 ans la duration moyenne pour les versements d'assurance, ça ne veut pas dire qu'on paye tout dans 15 ans, parce que c'est pas du coupon zéro, ça veut dire qu'on va étaler les paiements sur 30 ou 35 ans. De fait, là on prend l'exemple, mais c'est souvent le cas, où la duration de l'actif est plus faible que la duration du passif. Et ce que vous savez aussi, c'est qu'on peut calculer en fait, à partir de la duration, on peut calculer la sensibilité. Et la sensibilité, qu'est-ce que c'est? La sensibilité, ça nous indique, en gros, la sensibilité, c'est la dérivée de la valeur de l'actif par rapport au taux d'intérêt. Et donc, en fait, quand on a la sensibilité, là on ne voit pas bien, excusez-moi, mais quand vous pouvez le voir en récupérant les transparences sur le site, on a la delta V, donc la variation de la valeur de titre, c'est moins la sensibilité fois la variation du taux d'intérêt. Autrement dit, si votre sensibilité c'est 10, quand le taux d'intérêt augmente de 1%, la valeur des titres diminue de 10%, puisque c'est la sensibilité de 10 fois la variation du taux. Bon, donc ça ne fait que reprendre. Ce qui est évident pour vous, c'est que quand le taux d'intérêt augmente, les dénominateurs augmentent, les cash flows ne changent pas, on parle d'obligations à taux fixe, et donc évidemment, quand le taux d'intérêt augmente, la valeur de marché des obligations diminue. C'est ça qui nous importe dans ces problèmes de risque des rentes viagères, c'est qu'on a dit, dans le cas des rentes viagères, si le taux d'intérêt augmente, il y a besoin de payer moins pour avoir le même niveau de rente viagère. Il y a évidemment une très forte sensibilité de la valeur des actifs de long terme au taux d'intérêt. Or, le problème, c'est qu'à partir du moment où la duration de l'actif et du passif ne sont pas les mêmes, et bien, en fait, il ne peut pas y avoir la même sensibilité aux variations de taux d'intérêt. Donc, si on prend un exemple, et plutôt si on continue cet exemple, là, j'ai mis entre parenthèses les durations. La duration de la caisse, c'est évidemment 0, puisque c'est des liquidités, mais en fait, on s'en fiche, ça n'interviendra pas. La duration du capital, c'est 99, mais de la même façon, il n'y a pas d'impact du taux d'intérêt sur la valorisation. Il y a un impact minime, on va négliger l'impact de la variation du taux d'intérêt sur l'évaluation et de la caisse et du capital, et on va se concentrer sur
les OAT à l'actif, donc les obligations du trésor à l'actif qui ont une duration de 8 ans, en moyenne, et les provisions d'assurance ou passives qui ont une duration de 15 ans. Et on va se demander donc quel est l'effet d'une variation de taux. Je prends un truc arbitraire, je dis que les taux baissent de 5 à 3%. C'est d'autant plus arbitraire qu'aujourd'hui on n'est pas à ça du tout, puisque si on considère les OAT, on est plus près de 0 que de 5 ou de 3. Bon, mais là on prend ça, parce que historiquement, les taux des OAT sont plutôt entre 3 et 5%, si vous voulez, depuis le début du XXe siècle jusqu'à maintenant. C'est des valeurs à peu près modables. Donc, on calcule la sensibilité qui vaut la duration sur 1 plus le taux d'intérêt de départ, 1 plus 5%, donc 1,05%. La duration, la sensibilité des obligations, c'est 8 sur 1,05, donc c'est 7,62. La duration des provisions, c'est 15 sur 1,05, donc c'est 14,29. Ce qui signifie donc que si les taux augmentaient d'1%, alors la valeur de l'actif diminuerait de 7,62 points de pourcentage. D'accord ? Et si, 7,62%. Et si les taux augmentent de 2%, plutôt de 2 points de pourcentage, on peut le dire, donc si la valeur de l'actif doit augmenter, qu'est-ce que j'ai dit ? Si les taux augmentent de 2%, la valeur de l'actif doit avoir une évolution qui est 2 fois le taux qu'on voit. Bon, donc là, on considère des taux qui baissent de 5 à 3%, donc normalement, la valeur de l'actif et du passif doivent augmenter. D'accord ? Puisque les taux baissent, la valeur de marché des obligations augmente, mais la valeur des provisions doit augmenter aussi, puisqu'on a du taux d'intérêt au dénominateur dans les deux cas. La question, c'est quel est l'effet sur le bilan de cette variation des taux d'intérêt. Ce qu'on voit, c'est que l'effet sur le bilan, il n'est pas le même pour l'actif et pour le passif, puisque donc, la valeur des OAT, c'est 90, plus 90 fois 5 moins 3, puisque c'est donc, le taux d'intérêt baisse de 2%, fois la sensibilité des obligations, donc c'est 62. Donc, en fait, la valeur de marché des obligations va se retrouver à 103,72 après la baisse des taux d'intérêt. Dans le cas des provisions d'assurance, qui sont au passif, on a donc 98 qui était la valeur de départ, et puis à ça, on ajoute 98 fois la baisse du taux d'intérêt de 5 à 3, donc de 2 points de pourcentage, et on multiplie encore par la sensibilité de 14,29, et donc la valeur du passif, la valeur des provisions mathématiques d'assurance au passif passe à 126. Donc en fait, si on additionne tout ce qui est à l'actif et tout ce qui est au passif, à l'actif, on a 10 en caisse plus 103,72 en valeur des OAT, et au passif, on a 2 en caisse plus 126 en valeur des provisions mathématiques d'assurance. Concrètement, on a une impasse, c'est-à-dire que alors que actif et passif étaient égaux avant la baisse des taux, on se retrouve à avoir un passif qui est supérieur de 14,28 à l'actif, et donc plus de 10% du bilan. C'est-à-dire qu'on a plus de 10% du bilan qui n'est pas financé. Et là, on n'a pas du tout assez de fonds propres pour faire face à cette difficulté. Alors, évidemment, n'importe quel assureur qui a une tête, il voit bien quand il y a un risque des taux, qu'il faut absolument qu'il ajuste la duration de son passif à la duration de son actif. Parce que sinon, il va avoir ce problème-là. Et donc, je ne suis pas du tout en train de vous dire que c'est le problème, que les compagnies d'assurance sont faillites quand les taux d'intérêt baissent. Je veux dire en revanche que si on ne les gère pas, elles sont en risque. Et je vous dis surtout que quand vous gérez des rentes viagères, votre problème c'est beaucoup moins de souscrire radicalement que de faire face à des variations de taux d'intérêt qui vont désajuster la valeur d'actif et la valeur de passif. Parce que là, ce dont on parle, c'est pas un contrat qui va vous coûter quelques millions d'euros. Là, c'est que tout votre bilan, il fait apparaître une impasse de 15%. Et donc, de fait, la perte potentielle, elle est absolument considérable. Et donc, l'essentiel dans le travail des actuaires, il y a un travail de tarification des rentes viagères, ça c'est certain, mais il y a surtout un énorme travail de surveillance et d'anticipation des variations relatives de l'actif et du passif, c'est ce qu'on appelle la gestion actif-passif, pour éviter ce genre de problème qu'on vient de repérer. D'accord ? Bon, alors, vous allez être tenté de penser que, puisque, en fait, la duration, en général, la duration du passif est plus longue que la duration de l'actif. Pourquoi ? Parce que, quand on parle de rente viagère, dans les assurés, il y a une partie de la population qui est en train de cotiser en vue de toucher les rentes viagères plus tard. Alors ça fait une duration très très longue.
les gens vont, peut-être pas votre âge, peut-être pas le mien, mais entre les deux, qui vont payer des cotisations pendant 30 ans et qui après vont toucher des rentes viagères pendant 30 ou 40 ans, du point de vue de la duration, on est à plus de 30 ans. Donc on est sur des durations extrêmement longues. Et c'est très difficile d'avoir un actif qui ait la même duration, parce que si on ajoute donc 30 ans de cotisation et 30 ans pour toucher une rente, il y a certes des obligations à 60 ans, mais c'est des volumes d'émissions qui sont beaucoup plus faibles que les émissions à 30 ans. Et donc, de fait, les assureurs n'ont pas forcément les moyens de trouver des actifs d'assez long terme pour pouvoir apparier exactement leur actif avec leur passif. Et donc, il y a un vrai souci de choix de l'horizon de l'actif pour l'ajuster à l'horizon du passif. Bon, mais puisque en moyenne, la duration de l'actif est inférieure à la duration du passif, ça fait que quand les taux baissent, ça pose le problème qu'on vient de voir, qui est que en fait, le passif réagit plus fort que l'actif. Et donc, alors qu'une baisse des taux, ça devrait être plutôt favorable à l'assureur dans l'absolu, en fait, pourquoi ça devrait être plutôt favorable? Parce que puisqu'il paye des rentes viagères dont la valeur dépend du taux d'intérêt, on doit se dire que quand les taux baissent, il a besoin de servir un taux d'intérêt moins élevé, et donc ça va le dégager du côté du passif. En fait, pas du tout, parce que l'actif perd plus de valeur. Mais on pourrait penser que réciproquement, quand les taux remontent, ça a un impact plus fort sur le passif que sur l'actif, et donc que ça avantage l'assureur. Sauf que le problème, c'est qu'il n'a pas le droit de diminuer le passif comme il veut. Pourquoi il n'a pas le droit de diminuer le passif comme il veut? Parce que s'il pouvait répercuter toute la hausse des taux sur le passif, en fait, ça ferait apparaître des profits immédiats, des profits exceptionnels, considérables, et le régulateur n'a pas envie que l'assureur, les actionnaires en l'occurrence, sortent le profit du passif, parce que si on sort trop de profit du passif, on ne pourra pas payer servir les rentes dans l'avenir, en particulier si les taux baissent. Et donc, de fait, l'effet de la baisse et de la hausse des taux est complètement asymétrique. Quand les taux baissent, en général, le passif augmente plus vite que l'actif, et il y a un problème pour les assureurs. Quand les taux remontent, le passif devrait baisser plus vite que l'actif, mais on ne peut pas sortir l'argent du passif. Et donc, n'attendez pas des très très bonnes nouvelles pour les assureurs dans les années à venir. Bon, d'autant plus que le problème que ça va poser quand même quand les taux vont remonter, c'est que il va quand même y avoir un impact sur l'actif. Et donc, en fait, c'est là qu'on hypothèse qu'il n'y a qu'un seul taux d'intérêt, et en fait pas juste. Parce que quand on y pense, quand les taux remontent, ça a un effet immédiat sur la valeur de marché des obligations qui sont à l'actif. Mais ça n'a pas un effet immédiat sur les provisions mathématiques d'assurance qui sont au passif. Pourquoi? Parce qu'en gros, si vous voulez, les taux d'actualisation que vous avez sur le passif, ça a un effet moins important que les revalorisations contractuelles. Je m'explique. Quand vous vous engagez à payer des rentes viagères à des gens pendant 30 ans, comme il y a un peu d'inflation, vous ne pouvez pas leur dire « je vais vous payer la même rente viagère pendant 30 ans ». Parce que dans 30 ans, l'euro que vous payez aujourd'hui ne vaudra plus grand-chose. Enfin, il ne vaudra pas la même chose que l'euro d'aujourd'hui. Donc de fait, il y a des cliquets de revalorisation des rentes viagères. Or, ces cliquets de revalorisation des rentes viagères, si les taux remontent, il va probablement falloir les augmenter aussi. Et donc, ça ne va pas diminuer tant que ça le passif. Donc, c'est une deuxième raison pour laquelle le passif ne va pas diminuer autant que l'actif va diminuer. Donc, tout ça fait que, en fait, mon calcul était très approximatif, mais avait seulement pour objet de vous montrer qu'à partir du moment où on n'a pas la même duration à l'actif et au passif, un changement de taux d'intérêt ne fait pas évoluer le passif et l'actif de la même manière. Et donc, de fait, quand ce qu'on fait, c'est de l'assurance vie, le problème numéro 1, c'est un problème de gestion financière, en particulier un problème de gestion du risque de taux. Et ça, c'est une question nouvelle, parce que si on prend le 19e siècle, au 19e siècle, les variations de taux d'intérêt étaient faibles. Il y avait des rentes perpétuelles. Et donc, à partir du moment où vous achetez des rentes perpétuelles, certes, les variations de taux d'intérêt seraient répercutées sur la valeur des rentes, mais comme le taux d'intérêt variait peu, et comme on pouvait avoir un horizon infini, c'était quand même beaucoup plus simple. Enfin, il n'y avait pratiquement pas de gestion financière, il n'y a pas de problème de gestion active-passif. Aujourd'hui, dans un monde où les taux d'intérêt varient fortement, la question de la gestion active-passif
pour éviter, enfin, pour limiter ce risque, cette exposition est importante. Alors après, vous pouvez dire, c'est pas compliqué, je vais aller acheter des options sur taux, et comme ça je vais le couvrir. Mais si vous achetez des options sur taux, c'est un coût, justement. Bon, alors si on revient en gros sur les grandes lignes de cette comparaison, ce qu'on a vu, c'est que en responsabilité civile, on a une très grande variance entre les risques, puisqu'on a la plupart des assurés qui ne coûtent rien, et puis on a quelques assurés qui peuvent coûter très cher. Bon, après, les assurés qui coûtent un sinistre tous les 10 ans en taux français, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est le gars qui va vous coûter, c'est le gars qui va faire un corporel grave, c'est qui va rendre quelqu'un invalide, pour lequel il faudra des opérations coûteuses, une rente, peut-être même des auxiliaires de vie, enfin des choses qui sont vraiment très coûteuses. C'est non seulement un problème pour la vie de la personne qui a été victime de l'accident, mais c'est un problème pour l'assureur qui va devoir payer très longtemps. Donc en fait, en responsabilité civile, on a une très grande variance entre les réalisations des risques, et donc il suffit de quelques très mauvais risques pour rendre complètement déficitaire un portefeuille. Si bien que le principal problème, c'est de gérer la souscription, et encore une fois, gérer la souscription, ça veut soit dire fixer les tarifs, soit exclure le mauvais. En fait, vous pouvez tourner le problème dans tous les sens, ça reste le même problème. Bon, alors en vie, en fait, la variance est modérée. Bon, certes, je peux vous féliciter de tous les gens qui meurent jeunes et qui ne touchent jamais dans le viagère, mais ça ne fera jamais une montagne, d'accord ? Et le problème, ce n'est pas le risque individuel, le problème, c'est le risque financier dans un monde où les taux d'intérêt varient et où on a du mal à épargner la duration de l'actif et la duration du passif. Alors, il y a plein de techniques de couverture, et je ne vais pas vous faire un cours d'actuariat, mais l'important, c'est que vous ayez compris que si j'ai voulu vous parler de ces deux types de contrats, c'est parce que finalement, ce sont des métiers très différents. Ce sont des métiers qui sont très différents à la fois du point de vue de la souscription, évidemment, parce que vous ne vendez pas de l'assurance auto comme vous vendez en viagère. Vous ne verrez jamais des pubs pour les viagères à la télé, alors que les pubs pour l'assurance auto, vous envoyez des kilomètres. Donc ça ne se vend pas de la même façon, et puis les risques ne se gèrent pas de la même façon, parce que dans le cas, l'important c'est soit de tarifer, soit de trier les bons. Trier les bons risques, c'est ce qui est à peu près la même idée, hein, alors que dans d'autres cas, ce qui est important, c'est la gestion financière et la question de la couverture des risques actifs passifs. Bon. En fait, vous avez compris, en gros, l'assurance vie, c'est quand même essentiellement de l'actuariat. Donc ça veut dire que c'est essentiellement de la finance, au sens de la finance, au sens finance de marché, instruments financiers compliqués, etc. Et d'ailleurs, si vous voulez, les premiers modèles du premier modèle de finance de marché, ils ont été développés par les actuaires et pour des questions actuarielles. C'est que les modèles de taux d'intérêt, les modèles d'options sur taux, etc., c'est pour les assureurs. C'est peut-être le moins ce qui ressemble à de l'assurance et le plus ce qui ressemble à de la finance. Donc je vais quand même me concentrer un tout petit peu sur l'assurance, histoire de vous donner une idée un peu plus précise de concrètement, comment est-ce qu'on gère ces contrats de responsabilité civile, qu'est-ce que ça signifie ces histoires de souscription, qu'est-ce que ça signifie de résultats techniques. Et donc, avant d'aller faire de la microéconomie, pour se donner quand même un exemple concret, on va s'intéresser à une question qui préoccupe un peu les assureurs en ce moment, qui est celle des causes entrants sur les marchés de responsabilité civile. Donc ça illustrera en fait la relation entre risque de souscription et résultats techniques. Et donc je vous propose une petite étude de cas sur Lemonade, qui est une très jeune compagnie d'assurance, puisqu'elle s'est montée en 2016, et qui est très à la mode. Alors pourquoi est-ce qu'elle est très à la mode? Parce que d'abord elle a un joli site web et une jolie appli sur le téléphone portable, et puis parce qu'elle se veut disruptive. Forget everything you know about insurance. Donc leur idée c'est qu'ils vont vous faire oublier tout ce que vous pensiez savoir de l'assurance, et le slogan, c'est quand même Instant Everything, Killer Prices, Big Hearts, d'accord? Donc, tout en temps réel, Killer Prices, on est 1000 fois moins cher que les autres, et Big Hearts, nous, on a un gros cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc? Eh bien, si on suit un peu leur site, on voit Insurance Powered by Tech and Driven by Social Code. Donc, l'idée, c'est qu'ils ont un moteur technologique fabuleux, qui leur permet de faire le bien partout où ils passent, d'accord, de mettre des cœurs partout sur leur site web. Alors, ce qui est assez amusant, c'est en fait, si vous allez regarder leur pub sur YouTube ou sur leur site, une grande partie de leur communication, c'est consiste à dire que les autres assureurs sont des salopards.
Alors, pourquoi les autres assureurs sont des salopards? Voilà le propos texto. I run an insurance company and I'm tempted to deny your claims. You see, every dollar I won't pay you is a dollar more to our profits. D'accord? Donc, je dirige une compagnie d'assurance et évidemment, je suis tenté de refuser vos déclarations de sinistre parce que, comme vous voyez, comme vous savez, chaque dollar que je ne vous paye pas, c'est un dollar de profit pour moi. Et donc ça, c'est ce qu'écrit le patron de Lemonade, qui cite les assureurs en général. Et ensuite, il introduit l'idée que chaque patron de compagnie d'assurance, qu'il soit vertueux ou pas, est tenté de fonctionner, tenté d'avoir ce type de raisonnement, parce que, après tout, c'est la façon dont l'assurance fonctionne. C'est-à-dire que puisque vous payez d'abord la prime, le profit de l'assureur, c'est de garder la prime et de surtout vous vendre le moins possible. Et alors, donc en gros, la communication des données, c'est commencer par dire les assureurs sont spontanément en conflit d'intérêts avec les assurés, puisqu'ils ont intérêt à ne pas rembourser les assurés, parce que leur profit, c'est tout ce qu'ils ne remboursent pas. Et donc, les modèles, ils ont inventé un modèle génial où ils ne sont pas en conflit d'intérêt avec les assurés, parce que tout ce qu'ils donnent aux assurés, c'est mieux pour eux. Donc, évidemment, c'est une pipeau, d'accord ? C'est exactement comme quand les Vénézuéliens nous expliquent qu'ils vont mettre le pétrole à la place de leur monnaie, et que comme c'est des crypto-monnaies, ils n'ont plus de problème de pénurie dans les magasins. Comme si c'était le fait de changer les billets pour une application sur le téléphone mobile qui allait faire apparaître de la bouffe dans les magasins au Venezuela. Là, c'est la même chose. C'est comme si un coup de baguette magique, ça allait changer le fait que, de fait, l'assureur, quand il rembourse l'assuré, c'est de l'argent qui sort de la caisse. Et il restera toujours ce type de conflit d'intérêt entre l'assuré et l'assureur. C'est-à-dire qu'un euro ou un dollar, si vous voulez, que l'assuré et l'assureur vont se partager, plus l'assureur va en donner à l'assuré, plus il va y avoir pour lui. On peut inventer n'importe quoi, on n'en sortira pas. Mais alors allez voir si vous voulez, il y a une embrouille qui est assez drôle, qui consiste à essayer de vous faire croire que les monnaies ont inventé un modèle magique, où en fait, quand il paye un dollar à l'assuré, ça ne lui coûte rien en lui. D'accord ? Voilà. À côté de ce baratin qui n'a évidemment aucun sens, il y a le fait que les monnaies, au lieu d'être une entreprise normale, est une B Corp, une Benefit Corporation, et je ne sais pas si vous êtes au courant de ces choses-là, mais Benefit Corporation, c'est un statut qui n'existe pas en France. C'est une entreprise qui est censée bénéficier à d'autres que ses actionnaires. Enfin, ses actionnaires, évidemment, quand même, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même, mais elle est censée avoir d'autres objets, d'autres missions que la maximisation du profit. Bon. Et donc, il y a tout un discours qui est les autres ne sont pas gentils, les autres, ils n'ont qu'une seule obsession, c'est de vous voler votre argent, nous on est gentils, et en fait, si on vous demande de payer une prime, c'est pour vous rendre 2 fois plus après. Bon, donc ça, c'est le discours social code et forget everything you know about insurance. Personnellement, je suis tout sauf convaincu. Mais on va maintenant regarder un peu mieux pourquoi est-ce que Lemonade prétend pouvoir être plus efficace que les autres. Alors, ils prétendent pouvoir être plus efficace que les autres, d'abord avec leur statut de Benefit Corporation, ils disent on va attirer les gens, parce qu'on va leur servir un discours différent, et parce qu'en gros, ils savent que sur chacun de leurs contrats, tout ce qu'il y a comme excédent de prime, on va le verser à des organisations non gouvernementales qui seront choisies dans une liste. Vraiment, nous, on est différents des autres. Dans une compagnie d'assurance, l'excédent des primes sur les sinistres, ça va dans les profits, donc c'est payé aux actionnaires. Chez les monnaies, on ne fait pas comme ça. Tout ce qui est en excédent, on le verse à des ONG que vous avez choisi. Et donc, le site fait la pub des ONG entre lesquelles on peut choisir. Donc ça, c'est pour le hype. Ensuite, le cœur du business model assurantiel, c'est quoi ? C'est un modèle entièrement en ligne. C'est-à-dire que concrètement, il n'y a pas d'agence, il n'y a pas de numéro de téléphone, et donc tout se fait soit par le site web, soit par l'appli. Comment est-ce qu'ils font pour vous tarifer ? Vous allez sur le site web, en fait, concrètement, entre le moment où vous commencez le surf, vous ouvrez l'appli et le moment où vous aurez payé votre assurance et vous serez assuré, il y en a pour à peu près 5 minutes. Bon, après vous pouvez jouer avec les options, ça peut prendre plus longtemps, mais en 5 minutes, vous pouvez être assuré. Donc comment est-ce qu'ils vont vous tarifer en 5 minutes ? Ce qu'ils font, c'est que quand vous vous connectez, ils récupèrent tous les cookies qui sont dans votre navigateur. À partir de ça, ils construisent un profil complet de vos actions sur Internet en regardant votre page Facebook, vos stories Instagram, vos machins, vos pins, tout ce qu'il y a dans votre truc personnel. Et puis ils comparent ça à leur cartographie. D'accord ? C'est les techniques habituelles
d'analyse de profil d'internautes, comme le font tous les vendeurs en ligne, comme le font tous les trucs qui fabriquent des sondages d'après le sentiment des internautes. Il y a 1 million de sites qui font de l'analyse de profils individuels, en reconstituant les profils individuels, en agrégeant toutes les données de navigation qu'on peut trouver pour vous, et tous vos profils de réseaux sociaux. Donc, tout le monde sait faire ça. Et là, c'est les premiers dans l'assurance à faire ça. C'est-à-dire, plutôt que de vous faire remplir un questionnaire, de fait, il vous faut remplir le questionnaire, vous demandez quel âge vous avez, où est-ce que vous habitez, quelle est la taille de votre logement, voilà, mais surtout, il récupère de l'information par ailleurs en utilisant vos données de navigation et vos profils dans les réseaux sociaux. Et donc, le propos, c'est, en fait, nous, on a plus d'informations que l'assureur classique, donc on peut vous tarifer mieux que les autres. Bon, donc, du coup, on a un moteur d'intelligence artificielle qui va calculer la prime et qui va vous proposer une prime plus basse que tout le monde. En fait, si la prime est plus basse, c'est aussi parce que les monnaies disent, nous, on a des coûts de fonctionnement beaucoup plus bas. Pourquoi? Parce que quand vous avez un sinistre, au lieu de vous demander de remplir un formulaire papier qui va être traité par un type qui va entrer les données que vous avez dans le formulaire papier, dans la déclaration de sinistre papier, dans l'ordinateur, et puis ensuite on va vous donner un gestionnaire de sinistre, le gestionnaire de sinistre va vous appeler, et puis il va se demander si c'est bon ou pas bon, il va envoyer un expert, etc. L'idée des données, c'est en fait, tout est fait via l'appli. Et donc, si vous avez un dégât des eaux chez vous, au lieu de remplir le formulaire et l'envoyer à quelqu'un qui va le transcrire sur l'ordinateur, ben en fait, vous avez dans l'appli, vous dites que vous déclarez un sinistre, et là, vous avez un moteur qui vous guide, vous commencez par expliquer au téléphone quel est le problème, ensuite l'appli vous dit prenez des photos, vous prenez des photos, et puis derrière, il y a un moteur d'intelligence artificielle qui va reconnaître la parole et qui va transformer ce que vous avez dit dans le téléphone en un texte qui est interprété par un interpréteur syntaxique. Le résultat d'interprétation syntaxique est envoyé effectivement, enfin d'abord il est traité par la machine. Si la machine ne comprend pas, elle va envoyer un opérateur humain. Ensuite, les photos sont je sais pas quoi, des taches de flotte sur le plafond sont aussi traitées par un moteur d'intelligence artificielle, donc il n'y a personne là-dedans. Alors c'est tout fait par des machines, et l'intervention des humains, c'est seulement dans le 1% des cas où les machines ne comprennent pas. Et donc, comme il n'y a plus personne, ben, en principe, il y a des coûts de fonctionnement beaucoup plus bas. Et donc, c'est à la fois parce qu'on a des méthodes de tarification qui permettent de tenir compte de toutes vos données de navigation, et puis des coûts de fonctionnement qui sont limités parce qu'il y a beaucoup moins d'opérateurs humains, qu'on peut vous proposer les fameux lower bottom price. Alors, les modèles utilisés partout, en gros, ils sont 4 fois moins chers que la concurrence. Bon, il y a des gens qui ont essayé, tous les gens qui ont essayé disent que c'est effectivement 25% moins cher, mais pas 4 fois moins cher. Les exemples que donnent les monnaies, par rapport aux exemples du monde réel, c'est que dans les monnaies ne donnent que les exemples où ils sont 4 fois moins chers, mais en moyenne, visiblement, ils sont plutôt 25% moins chers que 4 fois moins chers. C'est déjà pas mal. Bon, et puis l'autre aspect des choses, et ça c'est pas seulement dans les coûts, c'est aussi que puisque tout est traité par un moteur d'intelligence artificielle, l'indemnisation peut être beaucoup plus rapide. Il y a beaucoup de gens qui disent que l'indemnisation est venue a été faite en quelques minutes. C'est-à-dire, votre oiseau de YouTube oublie d'éteindre sa baignoire, ça passe à travers le plafond, ça tombe sur votre ordinateur est foutu, vous faites des photos, 10 minutes après, vous êtes remboursé, vous allez en acheter un nouveau. Bon, et donc ça, c'était le troisième argument. Le premier argument, c'est on n'est pas des enfoirés, les profits vont à des associations humanitaires. Le deuxième argument, c'est on est moins cher que les autres parce qu'on est plus intelligent qu'eux. Et le troisième argument, c'est qu'en plus, on nous rembourse dans les 10 minutes. D'accord? Bon, alors le résultat, c'est qu'effectivement, les monnaies a fait un carton commercial, c'est-à-dire qu'il y a eu pratiquement 100 000 assurés, même s'il est présent dans 11 États des États-Unis. Parce que quand on est présent à New York, en Californie ou au Texas, on n'est certes pas dans tous les États, mais on est quand même dans ceux où il y a déjà le tiers de la population américaine. Et surtout, il y a un énorme impact Google, c'est-à-dire que si vous tapez les monnaies, si vous tapez les monnaies, vous allez avoir plein de trucs qui se boivent avec des bulles, du citron et tout, donc c'est pas ça. Si vous tapez les monnaies l'insurance, vous avez 13 millions de pages. Et si vous allez regarder les clics de les monnaies dans YouTube, vous avez 3 millions de vues. Bon, 3 millions de vues, c'est nul. Quand vous regardez les youtubeurs ou les youtubeuses, je sais pas quoi, là, entre les youtubeuses beauté et les youtubeurs fun, ils sont en général à 10 ou 100 fois plus. Mais pour des clics d'assurance, 3 millions, c'est délirant. C'est-à-dire que allez voir le channel AXA, il y a plein de vidéos qui ont 500 vues. Alors qu'elles sont en ligne depuis 5 ans et il y a 500 vues. Donc les équipes, je ne vais pas vous dire ça, mais il y a plein de gros assureurs qui font des clips pour dire ouais, l'assurance c'est cool, l'assurance j'y pense quand je surfe avec mes potes à Hawaï, bon, enfin des trucs qui donnent super envie, quoi. Mais il y a évidemment personne ne va voir ces trucs-là.
Et donc, quand les monnaies fait 3 millions de vues, on dit oh, c'est extraordinaire. Enfin, débile comme le mec qui a fait Gangnam Style, d'accord, il a fait plus d'1 milliard de vues. Donc 3 millions, c'est pas terrible. On va dire, à l'échelle de l'assurance, ouais, quand même. Bon, puis c'est vrai qu'aller voir des clips d'assurance sur YouTube, c'est peut-être pas forcément le premier réflexe quand vous avez envie de détendre, de changer les idées. Bon. Mais bon, donc dans le petit monde de l'assurance, on peut dire que ça a fait un truc. Et puis, je ne suis pas obligé de la ramener parce que c'est pas avec une vidéo d'économie de l'assurance que j'ai 3 millions de vues. Du moins, pas encore. Peut-être que grâce à vous, il y aurait 3 millions de vues. Bon, le second point qui a l'air extrêmement positif, c'est que non seulement il y a, enfin le troisième, parce qu'il y a beaucoup d'assurés, beaucoup de présence médiatique, et puis il semble que la satisfaction des clients soit très forte. Alors, ça c'est un sujet dont il est un peu difficile de parler, parce que naturellement, les assureurs vont tous vous dire que leurs clients sont très satisfaits. Et je ne dirais pas le contraire. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des assurés qui sont moins contents que d'autres. Si vous prenez une compagnie comme Malif, Malif c'est un truc incroyable. Que Malif, il y a moins d'1,5% des assurés qui résilient tous les ans. En gros, 99,5% des assurés Malif, ils restent chez Malif. Mais il y a des assureurs automobiles, en particulier, qui ont pratiquement 30% de résiliation par an. Ça fait un assuré sur trois qui change d'assurance tous les ans. Ça, c'est jusqu'à. En Angleterre, c'est encore plus, puisque vous savez, en Angleterre, il n'y a pas de passif de conduction. Bon, donc la question, c'est qu'est-ce que c'est le taux de satisfaction des clients? C'est vrai qu'en habitation, c'est pas toujours très élevé. Or, si vous allez regarder les sites web sur lesquels il y a des revues, enfin des banques d'essai de l'Emonade, et derrière, il y a, en gros, il y a les gens qui peuvent dire s'ils recommandent ou pas. C'est vrai que c'est pas très fréquent dans le monde de l'assurance d'avoir à peu près 8 clients sur 10 qui sont satisfaits et qui recommandent. Bon, et puis on peut penser, du nombre de réponses, que c'est pas les mecs de chez Lemonade qui font des fausses réponses. Surtout qu'aux États-Unis, s'ils s'amusent à ça, ça peut même leur coûter assez cher. Donc ce serait pas forcément une très bonne idée. Donc manifestement, les clients sont relativement contents. Il y a toujours 25% des clients qui sont pas contents, mais apparemment ça a l'air de bien marcher. Bon, et donc, maintenant que vous voyez le truc, maintenant, je peux vous raconter le truc à la manière dont les revues d'assurance l'expliquent, c'est qu'ils ont un modèle disruptif, parce qu'ils ont des méthodes d'intelligence artificielle qui sont hyper pointues pour la tarification et pour la gestion de sinistres, donc ils sont beaucoup moins chers que les compagnies traditionnelles, et donc ils vont tout détruire. Ils vont bouffer tout le marché, et c'est fini ma bonne dame, le petit commerce est lui payé, mais ça ne paiera plus, on va se faire tuer par les monnaies. Alors maintenant, quand on regarde les choses sérieuses, qu'est-ce que c'est que les choses sérieuses? C'est ça. Alors là, vous allez me dire, il y a encore une erreur. Parce qu'en fait, le ratio de sinistre sur les primes CD, je ne sais pas pourquoi j'ai mis une bêtise. Et il faudrait que je le change. Mais le problème, c'est que j'arrive. Ouais, si j'arrive à avoir la main. Pardon, le ratio de sinistre sur les primes CD. Non, c'est pas mauvais, pardon. Non, il y a quelque chose qui me chagrine. C'est que les primes CD, c'est 2, j'ai vu ça hier soir, oui c'est ça, c'est pas 5 plus 9, c'est juste 5. Mais j'arrive pas à avoir la main. Ici, c'est... Voilà, donc il y a un petit bug ici. Je vous prie de m'excuser. Et il faudra le corriger. Ah, ça manquait d'enregistrement automatique. Il faudra que je le corrige dans le reste du document, mais en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en bleu ici, comme ça vous pouvez repérer que c'était faux dans les transparences suivantes. Et je ne vous ferai pas perdre plus de temps, j'essaierai de le regarder à la ligne. Bon, alors ceci, je sais que ceci a l'air un peu laborieux, parce que c'est un gros tableau. Mais le gros tableau, c'est quand même un moyen de parler des choses sérieuses dans l'assurance. D'accord? Et donc je vous invite évidemment à le télécharger pour le regarder de plus près. Bon, la première chose qu'on voit, c'est qu'on a un taux de croissance par trimestre qui est quand même juste hallucinant. C'est-à-dire que, alors évidemment, il baisse, puisque au deuxième trimestre 2017, on avait un taux de croissance du chiffre d'affaires de 138% dans le trimestre. Puis on est tombé à 88%, on est encore à 32%. Et quand on y pense, quand même, un taux de croissance de 32% par trimestre, ça fait quand même pas mal. Le chiffre d'affaires augmente de 32% par trimestre, c'est beaucoup. Donc de fait, on a un taux de croissance très fort, mais qu'est-ce que ça veut dire un taux de croissance de 30% quand on a même pas 1% de part de marché?
Il va falloir croire pendant quand même très longtemps à ce rythme-là pour devenir un acteur significatif. Ensuite, ça, quand on a regardé le taux de croissance, on n'a pas regardé ce que les monnaies faisaient comme assurance. Si on regarde le bénéfice net maintenant, c'est un peu moins impressionnant parce que vous voyez le bénéfice net, la ligne bénéfice net, bah, c'est toujours déficitaire. Donc de fait, les monnaies perdent de l'argent. En fait, ça, c'est d'une certaine façon, c'est normal qu'une boîte qui a 2 ans perde de l'argent. Le modèle économique n'est pas encore éprouvé. Il faut amortir des coûts fixes, puis il faut amortir des dépenses initiales de pub, etc. Donc ça, regarder le bénéfice net, ce n'est pas forcément un bon indicateur de ce que sera la suite. Ce qui devrait nous intéresser, c'est plutôt justement la performance technique. C'est-à-dire, concrètement, quelle est la relation entre le coût d'indemnisation et de gestion des sinistres et les primes qui sont perçues. Parce que dans le bénéfice net, vous rentrez plein de dépenses, qui peuvent être des dépenses d'initialisation, qui n'ont pas vocation à durer. Alors que si on regarde la partie purement technique du résultat, c'est en gros combien on a payé pour indemniser les sinistres par rapport à combien de primes on a perçu, là on va être dans le dur de l'unité d'assurance et la sélection des risques. Et donc on va voir si les monnaies sélectionnent ou pas ces risques. Bon. Et donc pour évaluer ça, le premier indicateur qu'on a, c'est ce qu'on va appeler le ratio combiné net. Qu'est-ce que c'est que le ratio combiné net? En fait, le ratio combiné, c'est la somme de 2 choses. Vous voyez au-dessus, c'est 10 plus 11. 10, c'est le ratio sinistre sur prime, et 11, c'est le ratio de coût. Le ratio sinistre sur prime, concrètement, c'est combien on paye en indemnité aux assurés, et combien on a de frais de gestion de sinistre divisé par le montant de prime. Ça, c'est, comme c'est net, c'est sur les primes nettes. Sur la partie des primes d'assurance que l'assureur garde pour lui. Pourquoi? Parce que ce que vous voyez dans le haut du tableau, c'est que, en fait, concrètement, il y a 3 catégories de primes. Vous avez les primes brutes et mises. Les primes brutes et mises, c'est combien vous facturez. Mais combien vous facturez, là-dedans, il peut y avoir ce que vous payez au courtier, ce que vous payez aussi ce que vous payez à tous les intermédiaires. D'accord? Donc ça, c'est... Et dans le cas de Lemonade, a priori, il n'y a pas d'intermédiaire puisque c'est un pure player, donc c'est un assureur direct sur Internet. Sauf qu'en fait, l'astuce, c'est qu'il y a une maison mère, c'est la fameuse Benefit Corporation, qui prend 25% des primes. Bon. Et puis, il peut y avoir des dépenses annexes qui sont facturées sur les primes brutes. Donc, ce qui reste pour la compagnie, c'est les primes acquises. Et dans les primes acquises, on va en céder une partie à des réassureurs, et en échange de ces primes qu'on cède, les réassureurs vont payer eux-mêmes l'indemnisation d'une partie des sinistres. Donc notre ratio sinistre sur prime nette, ça va être en fait, le dénominateur, ça va être les primes nettes, donc la ligne prime nette, ça c'est la partie des primes qu'on garde pour indemniser. Et le numérateur, ça va être ce qu'on paye en indemnisation, plus les frais de gestion de cette indemnisation, les frais de gestion des sinistres, plus ce qu'on va appeler les coûts. Et les coûts, qu'est-ce que c'est? C'est les autres frais de souscription, c'est soit la pub, soit les rabais qu'on fait sur les contrats. Parce qu'on décide de vendre des contrats moins chers pendant la première année. Donc de fait, on les facture fictivement au vrai coût, et puis on impute la réduction comme des frais. Bon, et quand on voit la ligne autres frais de souscription, bah on voit quand même que ces autres frais de souscription sont quand même importants, puisque par exemple au deuxième semestre 2018, donc c'est la première colonne où il y a les chiffres, alors que les primes nettes, c'est 3 965 000, c'est des milliers de dollars, d'accord. Donc, alors qu'il y a 4 milliards de dollars de primes facturées, il y a 2,6 milliards de coûts. Donc il y a pratiquement 2 tiers des primes facturées qui sont des coûts d'acquisition. C'est considérable. C'est-à-dire que vous recevez 3 € de prime, vous en reversez 2 pour faire de la pub. Bon, évidemment, ça, c'est pas viable. Mais ça, on peut considérer que justement, ces dépenses, c'est du côté des dépenses d'initialisation. Donc, on pourrait essayer de faire un calcul où on sort ces dépenses d'acquisition. D'accord? Et on regarde vraiment purement le cœur technique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on perçoit comme prime, qu'est-ce qu'on paye comme indemnité, pour voir s'ils arrivent à être efficaces. Donc, on a dit le ratio combiné, net, c'est on divise par les primes nettes un montant qui est ce qu'on paye aux assurés en indemnité, ce qu'on paye comme frais de gestion. Bon, parce que c'est pas ce qu'on paye aux assurés, mais il y a des frais de gestion des sinistres, d'accord? C'est que même si on a un moteur Internet, il y a des frais de banque,
Il y a quand même un moment où on va se dire que c'est bizarre parce que cet assuré, c'est la 3e fois dans la semaine qu'il déclare un truc, donc on va envoyer un inspecteur pour voir s'il ne se fout pas du monde, etc. Il y a quand même des frais de gestion de sinistre. Et puis, les frais d'acquisition des sinistres, qui ne sont donc pas dans le ratio sinistre sur prime, mais qui sont dans le ratio combiné. Ouais, donc comme le ratio combiné, en gros, c'est tout ce qu'on va payer divisé par les primes, bah, il faut qu'il soit le plus bas possible. S'il est en dessous de 100%, ça veut dire qu'on a moins payé, qu'on a perçu de primes, et donc on peut faire le profit. S'il est au-dessus de 100%, ça veut dire qu'on a plus payé en remboursement de sinistres, en frais de gestion et en coût d'acquisition que ce qu'on a perçu comme prime, et donc on perd de l'argent. Bon, et donc tant que le ratio combiné est supérieur à 100%, on perd de l'argent. Bon, et qu'est-ce qu'on voit? C'est que le ratio combiné, ben, il était à 3832% au premier trimestre 2017. Bon, donc ça veut dire que la marge opérationnelle, c'était moins 3732%. Bon, ça d'accord, mais c'était le premier trimestre. Bon, et aujourd'hui, il n'est plus qu'à 138%. Donc on perd encore de l'argent, on dépense encore 38% de plus que ce qu'on facture comme prime sur les primes nettes. Mais il y a eu une très forte amélioration depuis l'époque où c'était 3832%. Voilà, le problème c'est la question de la continuation des tendances. C'est-à-dire que quand on part de, on dépense 3832% de ce qu'on gagne, et que un an et demi après, on dépense plus que 138% de ce qu'on gagne, la question c'est, et dans 10 ans, est-ce que vous vivrez au-dessus de vos moyens ou pas? Personnellement, je suis un peu incapable de vous donner une prévision qui soit fiable, d'accord? Parce que partir de n'importe où pour aller, on ne sait pas très bien où, en passant par n'importe quoi, c'est pas exactement le meilleur moyen de prévoir précisément. Mais là, les optimistes vont vous dire, bah, vous voyez que la stratégie de réduction des coûts et d'amélioration de la tarification fait qu'on se rapproche d'un ratio combiné qui sera inférieur à 100% et donc qui permettra de gagner de l'argent. Et puis, n'importe quel assureur, il vous dira, mais un ratio combiné de 130%, c'est cauchemardesque. En habitation, si vous avez plus de 90%, vous n'êtes pas un acteur sérieux. Oui, mais quand même, quand on parle de 3832 et qu'on est à 138, bah, on a presque réussi. Ouais, on a presque réussi, sauf que si vous regardez d'un peu plus près, il y a quand même une grosse astuce. La grosse astuce, bon, je laisse de côté les autres frais de souscription, on a dit ça, on peut considérer que c'est un truc qui est lié au fait qu'au démarrage, il faut faire de la pub, il faut faire des vidéos YouTube, ça coûte très cher pour chacun de faire des vidéos YouTube, puisque Norman est obligé d'avoir une équipe technique, donc arrête. Donc quand on regarde ce qui est du pur ratio sinistre sur prime, on est à 71%. C'est vrai que normalement, le ratio sinistre sur prime dans une compagnie, c'est entre 50 et 60. Et là, on va dire, mais ils sont quand même tout près du compte. En seulement un an et demi, ils sont à peine 10 points de pourcentage au-dessus de la norme du marché. Donc c'est bon, ils sont vraiment très forts. Ouais, sauf qu'il y a quand même un petit détail. C'est que même si le résultat technique apparaît positif, alors que le bénéfice net est négatif, en gros, le bénéfice net est négatif parce qu'il y a des dépenses de pub, mais le résultat technique, c'est-à-dire en fait, les primes qu'on a perçues, moins les indemnités qu'on a payées et les frais de gestion des sinistres, ça c'est positif, puisque le ratio sinistre sur prime est inférieur à 100%. On peut dire, bon, certes, ils ne gagnent pas d'argent parce qu'ils ont des dépenses de pub et puis d'investissement, mais sur le métier d'assureur, en fait, ils facturent plus de primes qu'ils n'indemnisent. Oui, mais sauf que on oublie quand même là-dedans qu'ils ont cédé une partie des primes. Et donc même si leur résultat technique est positif, quand on regarde le ratio sinistre sur prime cédé, il est entre 3 et 500%. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que la partie des primes qui est réassurée, elle est réassurée dans des conditions où, si je prends le ratio sinistre sur prime, qui est là avec 353%, en fait, vous filez à votre réassureur, avec lequel vous avez conclu un traité au début de l'activité en 2016, donc vous filez à votre réassureur 1 euro de prime, $1 en l'occurrence. En échange de quoi, il va s'engager à indemniser une partie des sinistres qui correspondent à ce $1 de prime. Donc en fait, sur $10 de prime que vous recevez, vous en recédez 2 au réassureur et vous en gardez 8 pour vous. Sur les 8 que vous avez gardés pour vous, on a vu le ratio sinistre sur prime, c'est 71%. Donc vous repayez 71% de ces $8 aux assurés sous forme d'indemnisation de leur sinistre. Et l'assureur, qu'est-ce qu'il fait avec les $2? Pardon, le réassureur, qu'est-ce qu'il fait avec les $2? Ben lui, il a un ratio sinistre sur prime de 353%. C'est-à-dire que lui, il paye $7. Donc 3 fois et demi ce qu'il a reçu de prime.
Et donc certes, vous, avec vos 8 $, vous allez payer que 71%, ça vous allez payer que sous 5,60 $ d'indemnisation à vos assurés, donc il vous restera 2,40 $ de profit technique, qui sont pour l'instant tout mangés par la pub, etc. Mais le réassureur qui a accepté de vous, de vous signer un traité de réassurance, lui, sur les 2 $ de prime qu'il a reçu, il va payer 7 $ d'indemnisation. Donc si on prend tout ensemble, sur les 2 $ de prime que vous avez, vous devriez payer les 5,60 $ dont on vient de parler, plus les 7 $ de réassureur. Donc vous auriez payé en fait pratiquement 13 $. Si vous en payez que 5, c'est parce que en fait, vous avez réussi à repasser le mistigris au réassureur. Et donc pour l'instant, le génie des monnaies, c'est tout simplement qu'il réussit à exploiter son réassureur. Donc ça, c'est génial. Mais les traités de réassurance, ils vont être négociés en 2020. Et à moins que les réassureurs soient complètement cinglés, ils vont quand même un peu changer la tarification. Parce que, de fait, on a dit sur 10 $ de prime, il y en a 8 qui vont à l'assureur, qui indemnisent 5,60 $. Il y en a 2 qui vont au réassureur, qui indemnisent 7 $. Donc on peut se dire, c'est que le réassureur, quand même, il subventionne sacrément les monnaies. Parce que sur 10 $ de prime facturés, le réassureur, à lui tout seul, de sa poche, il rembourse 5 $ de sinistre. Déjà, j'aimerais bien comprendre, si ça continue à ce rythme de croissance-là, combien de temps les réassureurs vont accepter de payer dans ces conditions-là. Parce que là, ce qu'on voit, c'est que les réassureurs, dans les sinistres cédés, qui sont ici, les réassureurs ont payé 3 milliards d'indemnités au deuxième trimestre 2018. Si on continue à 30% de croissance pendant toute l'année 2019, quand les traités de réassurance vont arriver à échéance, les réassureurs, ils en seront pour plusieurs milliards, enfin plus que plusieurs milliards par trimestre. Ils vont peut-être en avoir assez. Donc même s'ils ont les reins beaucoup plus solides qu'une toute petite compagnie qui a 100 000 assurés, ça leur coûte un peu de monstre. Et donc pour l'instant, si le résultat, donc on a dit, le bénéfice net il est négatif. On peut dire que le bénéfice net est négatif parce qu'ils peuvent considérer qu'ils ont des dépenses qui sont liées au démarrage. Le résultat technique, c'est-à-dire en gros les primes que j'ai perçues, moins ce que m'a coûté l'indemnisation des sinistres, c'est relativement positif. C'est un peu moins bon que la moyenne de la profession, mais on peut se dire que c'est parce qu'il commence. Mais en fait, la raison pour laquelle ce résultat technique est positif, c'est parce qu'en fait, on a réussi à passer au réassureur, en fait, c'est 50% ce qu'il faut payer comme indemnisation, alors qu'ils ont 20% des primes. Et ça, il y a un moment quand même où les réassureurs, ils vont plus accepter de perdre du fric, et donc il faudra que les monnaies réintègrent. De fait, c'est à la fois ces primes et ces indemnisations. Et là, il y a deux choses l'une. Soit les monnaies remontent ces tarifs, et on va leur dire, ah ben finalement, vous n'êtes pas tellement meilleur que les autres. Soit les monnaies virent les mauvais clients, et là le problème, c'est qu'ils vont tomber sur le problème de tarification habituelle de l'ARC, c'est que le mauvais risque, a priori, vous ne savez pas qui c'est. Et donc, il faut virer beaucoup de monde pour arriver à virer les mauvais risques. Alors après, on peut dire, oui, mais comme ils sont très malins parce qu'ils ont l'intelligence artificielle, ils vont vraiment virer les mauvais clients. S'ils décident de les virer plus tard, pourquoi les dire pas avant? Parce que ça leur a fait gagner plus d'argent de les virer avant. Donc dans tous les cas, en fait, c'est pas si simple que ça de gérer évidemment de gérer de la responsabilité civile, mais c'est pas si simple que ça aujourd'hui de lancer une nouvelle compagnie d'assurance, parce qu'on ne sait pas où sont les gros risques. Les compagnies, elles sont relativement efficaces. Enfin, quand je dis relativement, c'est-à-dire que à la fois sur la question de l'acquisition des risques, donc la tarification des risques, et sur la question de la gestion de tous les process, pour l'instant, c'est des compagnies qui, en termes de ratio combiné, font beaucoup mieux que les monnaies. Donc les monnaies, ils nous expliquent qu'ils ont des techniques extraordinaires d'intelligence artificielle, et pour la tarification, et pour la gestion de la clientèle et des sinistres. Mais en termes de résultats techniques, si on considère tout le risque souscrit par les monnaies, les compagnies font beaucoup mieux, puisque le ratio combiné total de les monnaies, c'est-à-dire quand on considère le risque qui est vendu au réassureur, c'est 176%. Or, le ratio combiné en RC, habitation ou automobile, c'est 105% des très mauvaises années pour les assureurs et c'est 90% des bonnes. Donc quand on fait le double, en disant qu'on a une technologie supérieure, je veux bien qu'ils aient une marge de progression encore, mais le double c'est quand même très loin. Voilà. Bon alors, quand même on pourrait se dire, oui mais là, mon histoire ça va pas parce qu'il reste quand même que dans tous les ratios, on compte
les autres frais de souscription, dont on a dit que ça pouvait être à la fois c'était en gros des investissements et des sorties. Alors d'accord. Ce que je vous propose, c'est qu'on calcule un ratio entre les sinistres bruts, donc les sinistres qui sont indemnisés à la fois en direct par les modèles et par les réassureurs, les frais de gestion des sinistres, bruts et nets, et les primes brutes acquises. C'est-à-dire qu'en gros, on intègre au ratio sinistre sur prime la partie des sinistres qui est indemnisée par les réassureurs et on laisse de côté les autres frais d'acquisition. Dans ces conditions, on est encore à 120% pour les derniers chiffres publiés, et alors on était à pratiquement 150% en 2017. Alors là encore, la tentation c'est de dire, mais regardez, ils y sont presque arrivés. Ouais, sauf que le ratio sinistre sur prime, le ratio modal sinistre sur prime, c'est entre 50 et 60%. Donc on est quand même très 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 loin. C'est-à-dire que là, pour l'instant, les monnaies, en fait, ceux qui payent juste en indemnisation, c'est 2 fois ce que payent les autres assureurs. Donc ça veut dire soit que leurs techniques ne sont pas au point, soit qu'ils ne font pas payer le bon montant. Et normalement, ils devraient multiplier par 2 la prime pour arriver à un ratio de 60%. Alors s'ils multiplient par 2 leur prime, toutes leurs pubs qui sont moins chères que les autres parce qu'ils sont gentils, parce qu'ils aiment les gens, alors les gentils, mais finalement, c'est 2 fois plus cher. Vous êtes 2 fois moins gentils, donc vous n'êtes pas plus gentils que les autres, vous voyez. Bon, alors, bref, ils sont en progrès, mais ils n'y sont pas. Et alors, pour autant, c'est vrai que quand on regarde les startups d'assurance aux États-Unis, ils sont quand même à peu près les meilleurs, parce que les autres startups d'assurance, si on regarde donc, qu'est-ce qu'il y a comme autre startup d'assurance? Je voudrais vous en parler 2 secondes, parce qu'en fait, Metromile et Root, c'est amusant, parce que c'est typiquement des startups d'assurance qui se la jouent nouvelles technologies, objets connectés, big data, tout le baratin sur l'arrivée des nouvelles technologies dans l'assurance. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? Metromile, c'est une compagnie d'assurance qui vous donne un chip, une puce, vous mettez dans la voiture, et la puce, c'est une puce GPS en fait, qui enregistre tous vos déplacements. Et ils vous facturent l'assurance au kilomètre. Et donc leur truc, c'est si vous ne roulez pas beaucoup, vous vous assurez chez nous, comme ça vous paierez évidemment moins, puisque on va vous tarifer chaque kilomètre. Sachant que le kilomètre d'autoroute est moins cher que le kilomètre départemental, puisque le chien sur les autoroutes, on prend moins de risques que sur les départementales. Bon, et donc de fait, si vous roulez moins de, je ne sais pas combien, 10 000 km par an, c'est rentable, et si vous roulez moins de 3 000 km par an, ça vaut beaucoup moins cher. Alors, il y a 2 problèmes. Le premier, c'est qu'évidemment, il y a des bugs. C'est-à-dire que quand vous passez dans un tunnel, quand vous passez à je ne sais pas quel endroit, où le signal GPS est répercuté par les parois de la vallée, par la canopée des arbres, que sais-je, puis vous avez fait 1000 km dans la journée, alors en fait vous avez juste été acheter vos croissants chez vous de côté. Donc évidemment, vous passez des plombs au téléphone pour expliquer que non, vous n'avez pas été en Arizona parce que en fait vous étiez en Charente, mais que visiblement la puce GPS n'a pas marché. Je vous passe le truc, mais tous les problèmes habituels que vous pouvez avoir avec un GPS qui déconne, là, le problème c'est que c'est vous qui payez la différence, quoi. Donc c'est plus exactement aussi rigolo que quand votre iPhone vous localise je ne sais pas où. Mais le deuxième problème, c'est qu'en fait, tout simplement, ils n'y arrivent pas, et donc la preuve qu'ils n'y arrivent pas, c'est qu'ils sont encore à des ratios surtout très élevés, alors qu'eux, ils sont actifs depuis 2000 ans. Ça signifie tout simplement qu'ils n'arrivent pas bien à sélectionner les bons risques. Parce que étant actifs depuis 2011, ça c'est les comptes 2017, ils perdaient encore 12 milliards de dollars. Avec un ratio combiné à 130%. Alors que la norme du secteur, c'est un peu moins de 100%. Et puis les autres qui proposent des services rigolos, c'est Root. Alors l'idée de Root, c'est en fait, si vous voulez vous assurer chez Root, il faut mettre votre mobile sur le siège passager pendant 15 jours. Et vous savez que là-dedans, il y a un gyroscope et des accéléromètres, donc des trucs qui enregistrent les accélérations, les accélérations en virage et les accélérations en vitesse. Et donc ce truc va détecter votre style de conduite. Et donc pendant 15 jours, vous n'êtes pas encore assuré, vous êtes en test. Et au bout de 15 jours, le truc vous fait un rapport où il vous met une note et vous explique votre style de conduite. Et si vous êtes un assez bon conducteur, il va vous proposer un tarif d'assurance. Alors en fait, ce truc, c'est la coqueluche des jeunes américains, parce qu'évidemment, comme maintenant, c'est plus très chic d'avoir un bon 4x4 et de rouler le plus vite possible. Le truc, c'est rouler le mieux possible. Et donc, les mecs, en première année à l'université, quand ils sont en bagnole pour aller à la fac, ou en dernière année au lycée, quand ils sont en bagnole pour aller au lycée, le concours, c'est toi, quelle note t'as eu avec la pile de route. Et donc, ils se réinscrivent tous sur route avec des faux noms, d'accord,
pouvoir le faire une deuxième fois et améliorer leur conduite. Donc c'est le jeu vidéo au service de l'assurance. Donc c'est génial, mais alors eux, en matière de ratio de coût, ils sont quand même en matière de ratio de mobilité, ils sont à 2000%, d'accord. Donc je veux dire que pour le score, ils font très fort, mais en revanche, pour le modèle économique, il semble qu'il y a un peu un problème. Bon, et donc quoi et donc pour l'instant rien du tout, c'est-à-dire que en fait, les monnaies, aussi pourries que ça puisse paraître, c'est quand même moins verrouillé, a priori, que les trucs d'assurance auto. Mais là, en fait, n'importe quelle assurance auto vous le dira, le problème de l'assurance auto, c'est que comme vous avez ces fichus corporels graves, c'est très difficile d'équilibrer un portefeuille auto sur un petit nombre de contrats. Si vous n'avez pas quelques centaines de milliers de contrats, dès que vous avez un corporel grave, ça vous explose le résultat technique. Bon, et donc, on a en fait des boîtes qui démarrent avec des modèles économiques qui ne sont pas fonctionnels, le seront peut-être jamais, mais en tout cas ne sont pas fonctionnels. En fait, pour démarrer, ce qu'elles font, c'est qu'elles cassent les prix. Comme elles cassent les prix, elles attirent les bons comme les mauvais risques, et elles surtout des résultats techniques qui sont pas très bons. Ce que j'entends par résultat technique, c'est donc le ratio sinistre sur prime, soit net, soit en considérant aussi ce qui est vendu à la réassurance, parce que dans le cas des monnaies, ça ne pourra pas de. Et donc, le résultat économique est très 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 mauvais, et ça on peut considérer que c'est une dépense d'initialisation, mais même le résultat technique il est mauvais. Alors on peut considérer que c'est parce que les techniques de sélection des risques ne sont pas encore au point, mais quand, comme c'est le cas pour les monnaies de route, on est en fait on a un ratio sinistre sur prime en réintégrant ce qui a été vendu à la réassurance dans des conditions insoutenables. Quand on a un ratio sinistre sur prime qui est 2 fois le ratio sinistre sur prime du marché, on peut même considérer qu'il y a un problème de tarification. Et donc, de fait, ils s'en sortiront pas à ce tarif-là. Et donc, de fait, ils ont l'air attractifs, mais ils le sont pas au fond. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? D'abord que c'est pas facile de gagner du fric sur le plan d'assurance. Enfin, en tout cas, aux États-Unis et en Europe, en Europe de l'Ouest. Pourquoi? Parce que c'est des marchés qui sont méchamment compétitifs. Et la compétition, elle se fait pas seulement sur la pub, la Spalès Chevalier à la télé, d'accord, elle se fait sur la fixation des tarifs. Et sur l'accès aux clients, parce que oui, les boîtes qui développent des applications en disant maintenant vous allez conduire pendant 15 jours et puis on vous fera un rapport circonstancié et ça devient un jeu entre les ados américains d'avoir le meilleur score sur l'appli. Alors tout ça, c'est quand même. L'appli, ça n'a pas été gratuit à développer. Hein, c'est que, il y a eu un premier pilote de l'appli qui a été essayé auprès d'un échantillon de plusieurs centaines de gens pour s'assurer que c'était addictif, que ça leur donnait envie de rejouer, etc. Enfin, bon, c'est les processus de développement longs et coûteux. Bon, donc, à la fois sur la question de la tarification, segmentation et sur la question de l'accès aux clients, les compagnies, elles sont fortes. C'est sûr que si vous allez faire de l'assurance en Arabie Saoudite, c'est pas tout à fait le même métier. Je ne suis pas un grand spécialiste de l'assurance en Arabie Saoudite, mais ce dont je me souviens de l'année où j'avais été un salon là-bas, c'était qu'il y avait en particulier un mec de Tokyo Marine, qui est donc une compagnie japonaise. J'avais été voir en demandant pourquoi les Japonais venaient en Arabie Saoudite, et le mec m'avait répondu avec un grand sourire, parce que les caractéristiques japonaises, elles sont toujours un grand sourire. Que l'avantage en Arabie Saoudite, c'est que, comme l'assurance était obligatoire, mais pas le paiement des indemnités, en fait, le métier d'assureur, ça consistait à délivrer des cartes vertes, mais pas à indemniser les sinistres. Et donc, ça lui allait très bien. Ça m'avait paru complètement hallucinant comme discours. Je ne sais pas comment ils s'en sortent, mais bon, visiblement, c'est un métier différent. Bon. Donc, blague à part, c'est pas facile de gagner de l'argent sur des marchés concurrentiels. J'ai l'impression quand même que les 3 modèles économiques dont on vient de parler, c'est le but, c'est pas d'arriver à un modèle économique viable, parce que quand on voit les résultats techniques, ils n'y arriveront jamais. Donc, ça c'est peut-être une boutade, mais en tout cas c'est une question à des financiers. J'ai l'impression que le but, c'est dans l'atmosphère générale de surévaluation de toutes les startups technologiques. Ça fait 1 an et demi qu'on fait des ICO et on vend des trucs complètement aberrants pour des centaines de millions de dollars. Des trucs où il n'y a aucun process industriel, où il n'y a rien derrière. Vous vendez un machin qui serait en principe une plateforme d'échange entre des blockchains différentes, et 150 millions de dollars. Donc il y a du fric pour des projets dans le monde budget qui sont finis. Dans ces conditions-là, on pourrait avoir le sentiment que ça vaut le coup d'essayer d'amener sur des marchés traditionnels des modèles économiques qui ne sont pas bien affirmés, mais qui sont vendus dans des paquets où il y a des astuces technologiques. Alors on l'a vu, à la fois l'application sur mobile pour la souscription et pour la gestion de sinistre,
le besoin d'intelligence artificielle pour la tarification, le besoin d'intelligence artificielle pour l'indemnisation et la gestion de sinistres. Moi j'ai l'impression que le pari des monnaies, d'ailleurs c'est un peu le cas quand vous regardez le profil des dirigeants, c'est des gens qui n'ont jamais fait d'assurance avant. C'est des gens qui ont toujours été dans des startups foireuses qui vendaient des trucs techno à la con, qui n'ont pas marché. Leur idée c'est on va faire de l'enfumage, et puis il y aura bien un gros Allianz ou un gros AXA pour nous racheter quelques centaines de millions, et à ce moment-là on touchera le jackpot, et on ira faire autre chose, et on ira faire une banque en disant que les banquiers sont tous des cons, ou une voiture connectée en disant que Tesla c'est des affreux jojo, etc. En gros, manifestement, il y a quand même un truc conjoncturel qui est, il y a du cash à millions, c'est peut-être le moment d'essayer de mettre sur le marché un truc qui pourrait fonctionner. Bon. Et alors pour l'heure, il n'y a pas encore de perspective d'aller vers le public. Pour l'heure, les boîtes dont je vous ai parlé, c'est des boîtes qui ont été financées par du private equity, d'accord. Et donc c'est des boîtes qui sont encore privées. Mais m'étonnerait pas quand même que la question de la mise au public se pose. Voilà. Bon, donc c'était une manière de tomber sur nos pattes, enfin de conclure cette introduction à la technique assurantielle en disant que même dans les boîtes, que l'un des boîtes quand même extrêmement techniques, puisqu'on a dit la responsabilité civile, c'est quand même un truc pas du tout sexy, il faut sélectionner les risques en vue d'avoir du résultat technique, c'est-à-dire d'avoir un ratio sinistre sur prime qui soit le meilleur possible. On voit quand même que, en fait, même là-dedans, il y a des questions de finance, mais qui ne sont pas des questions de finance au sens de l'assurance vie, ce ne sont pas des questions d'appareiller la duration de l'actif et du passif, c'est des questions de finance au sens de faut attirer du cash pour pouvoir survivre dans un écosystème qui est très concurrentiel. Peut-être que je me trompe complètement, et peut-être que dans 10 ans, les monnaies, ils auront bouffé tout le marché de l'assurance habitation, y compris à Paris, puisque leur cible, c'est les grandes villes des pays développés. Ils vont commencer à se développer à l'étranger. Peut-être que je me trompe et que s'ils crament suffisamment de cash pendant suffisamment longtemps, le modèle économique qui consiste à cracher sur les assureurs et à vous dire que tout ce que vous donnez en plus, ça va aller au resto du cœur, peut-être que ça va marcher. Mais personnellement, je ne crois pas. Voilà. Bon, alors, là, on a fait... Quand on voit les choses maintenant, on sait pourquoi il faut qu'on s'assure, on sait à quelles conditions on peut assurer. On voit, en gros, comment marchent les principaux contrats. On va pouvoir commencer à faire un peu de micro. C'est-à-dire commencer à faire un peu à s'interroger un peu sur les comportements de d'offre et de demande sur un marché d'assurance. Pour pouvoir faire ça, en fait, il faut se représenter les décisions risquées en micro. Donc je pense que vous devez avoir un cours de micro de la décision ou un cours de micro de l'incertain à côté, non? Oui. Bon, donc je vais vous rappeler des choses que vous connaissez parfaitement, mais arrêtez-moi si vous ne connaissez pas parfaitement, si vous n'êtes pas d'accord. Bon, l'idée c'est que on va représenter les décisions risquées par la théorie de l'espérance d'utilité, qui a ses origines, je vous rappelle, chez Bernoulli, et qui a été formulée de manière économiquement acceptable par un phénomène et Morgenstern. Bon, l'idée c'est que chaque agent est doté d'une fonction d'utilité. Alors chez Bernoulli, il y avait une seule fonction d'utilité qui était la même pour tout le monde. Chaque agent a un niveau de richesse. Et si la question des choix se pose, c'est parce que l'agent choisit entre plusieurs stratégies. Donc, par exemple, on va considérer la stratégie S1 qui donne un résultat X1 avec une probabilité P1 et Y1 avec une probabilité en moins P1, et la stratégie X2, pardon, la stratégie S2 qui donne un résultat P2. X2 avec une probabilité P2 et Y2 avec une probabilité complémentaire à moins P2. Bon, l'idée c'est que l'agent va choisir S1 si quoi? Si S1 lui donne une meilleure utilité que S2. Bon, et c'est plus ou moins vrai. Ce qu'on va dire quand même, c'est que X et Y incluent la richesse de départ de l'agent. Ce n'est pas des gains, c'est vraiment le niveau de richesse qui résulte du tirage aléatoire avec une probabilité P1 ou moins P2. Donc l'agent choisit la stratégie S1 si P1 utilité de X1 plus 1 moins P1 utilité de Y1, c'est supérieur à P2 utilité de X2 plus 1 moins P2 utilité de Y2. On va dire en gros, l'agent choisit la stratégie S1 si elle lui donne une meilleure espérance d'utilité que la stratégie S2. Ça, vous savez tout ça. Bon, et si l'agent est indifférent, ben, on est indifférent, on ne sait pas pourquoi il choisit l'un plutôt que l'autre, il tire au sort ou pas d'ailleurs, enfin, c'est selon la pression atmosphérique. Voilà. Alors, comme vous savez, cette expression espérance d'utilité,
En fait, la notion d'espérance utilité vient du paradoxe de Petersburg, c'est-à-dire, et cette histoire de paradoxe de Petersburg, c'est rigolo parce que dans la façon dont les économistes le racontent, il y a parfois qu'à la cour des tsars, on jouait à ce jeu, c'est pas du tout à la cour des tsars, en fait, ça n'a rien à voir avec ça. Le jeu il a été proposé par un Français émigré à Londres, qui s'appelait Pierre-Edmond Montfort, à Bernoulli qui vivait à Bâle. Non, pardon, c'est le contraire, c'est Nicolas Bernoulli qui vivait à Bâle, qui a proposé le jeu à Pierre-Edmond Montfort, qui était émigré à Londres. Et comme Raymond Montfort ne répondait pas assez vite, Bernoulli a fait circuler la question dans tous les milieux intellectuels, enfin mathématiciens de l'Europe continentale et Grande-Bretagne. Et c'est Daniel, le cousin de Nicolas, qui a fini par publier la réponse qu'il avait écrite à Bâle, mais qu'il a publiée dans les mémoires de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, parce qu'entre-temps, il avait été nommé à l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg, et donc il a publié là-bas. Donc le fait que ça s'appelle Paradoxe de Saint-Pétersbourg, ou de Pétersbourg, ou Jeu de Saint-Pétersbourg, n'a rien à voir avec Saint-Pétersbourg, sauf que ça a été publié dans les comptes rendus de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg. Ce jeu, comme vous le savez, c'est en fait on joue à pile ou face, et que, en gros, tant que. Alors, sauf qu'au XVIIIe siècle, quand on fait pile ou face, on dit croix ou pile, puisque il y a la pièce, d'un côté de la pièce, il y a une croix, et de l'autre côté, il n'y a pas de croix, et donc on appelle ça pile. Comme sur les pièces actuelles, d'ailleurs, il n'y a plus de face, puisqu'il n'y a plus de semeuse, il n'y a plus de figure humaine sur nos pièces, sauf dans certains cas. Et l'idée, c'est que tant que pile tombe, on continue à jouer à pile ou face, et dès que c'est pas pile, mais l'autre côté, que vous l'appeliez croix ou face qui tombe, ben en fait, le joueur gagne un montant qui est 2 puissance du nombre de coups joués jusque-là, moins 1. Autrement dit, si vous tombez sur croix ou sur face, au premier tirage, vous gagnez 2 puissance 0 égale 1. Si vous tombez sur croix ou sur pile au deuxième tirage, vous gagnez 2 puissance 2 moins 1, donc 2 puissance 1 égale 2. Si c'est au troisième tirage, vous gagnez 2 puissance 3 moins 1, donc 2 puissance 2 égale 4. Si c'est au quatrième tirage, vous gagnez 8. Si c'est au énième tirage, vous gagnez 2 puissance n moins 1, c'est-à-dire 2 puissance n moins 1. D'accord? D'ailleurs, ça vaut le coup de le donner en français contemporain, puisque dans le texte de Bernoulli qui est écrit en latin, la question est évidemment en latin, au sens poli, quand on demande quelle est l'espérance de gain de Paul. Et en fait, avant que Bernoulli n'écrive, la méthode traditionnelle, c'était de considérer que l'espérance d'une perspective aléatoire, plutôt la valeur d'une perspective aléatoire, c'était son espérance. Et d'ailleurs, vous vous souvenez, quand on a évalué notre anti-légère, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, la valeur de la anti-légère, c'est l'espérance mathématique des paiements qu'on doit faire pour anti-viager en actualisant ces paiements. Donc de fait, on a considéré le prix de la anti-légère comme étant l'espérance mathématique des paiements pour anti-viager. Donc c'est pas absurde de dire, dans le cadre de ce jeu-là, on va considérer que la valeur de la chance de jouer à ce jeu-là, c'est la valeur de paiement futur. Enfin, c'est l'espérance mathématique des paiements. Le problème, c'est que quand on fait ça, en fait, on a une chance sur 2 de gagner 1, si face sort au premier coup, puis une chance aussi, face sort au deuxième coup, en fait, on a une chance sur 4 de gagner 2, puis si face sort au troisième coup, on a une chance sur 8 de gagner 4, puis une chance sur 16 de gagner 8. Et donc, en fait, en gros, l'espérance, ça va être 1 sur 2 puissance n fois 2 puissance n moins 1. Pourquoi? Parce que, donc, si vous jouez au énième coup, au énième coup, la probabilité de gagner, c'est 1,5. Mais, de toute façon, vous aviez déjà une probabilité 1 sur 2n moins 1 de travail là. Donc, la probabilité de gagner au énième coup, c'est 1 sur 2n, c'est 1 sur 2 puissance n. Et ce que vous gagnez, c'est 2 puissance n moins 1. Donc en fait, l'espérance mathématique de ce jeu, c'est gagner au premier coup 1 sur 2 fois 1, gagner au deuxième coup 1 sur 2 puissance 2 fois 2, gagner au troisième coup 1 sur 2 puissance 3 fois 2 puissance 2, etc. Donc, au total, on a la somme de i égale 1 à l'infini, puisqu'on peut jouer en cas d'une infinité de coups, de 2 puissance n moins 1, c'est le gain divisé par 2 puissance n, c'est la probabilité de gagner au énième coup, et donc on a une somme infinie, le facteur qui va à 1 mu. Et donc, alors après, on peut dire c'est la moitié de l'infini. La moitié de l'infini, comme vous savez, c'est l'infini. Et donc, si on regarde l'espérance de ce jeu, c'est l'infini. Alors, au 18e, ça pose 2 problèmes. Le premier problème, c'est que d'écrire une somme infinie, c'est toujours problématique. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais là, je suis en train de, dans le cours de stats, je suis en train de faire un peu d'intégration
dans le cours de stage de 3e année, et il y a toujours des étudiants qui viennent nous dire « Mais monsieur, vous écrivez des intégrales impropres, c'est-à-dire des intégrales avec des limites infinies, on n'a pas le droit d'écrire des bornes infinies à des intégrales. » Réponse, on peut écrire des bornes infinies si l'intégrale converge. Et le problème, c'est si l'intégrale diverge. Non, quand même, on a appris en maths qu'il ne fallait pas écrire des bornes infinies à l'intégrale, il fallait écrire à la limite quand t tend vers plus l'infini, une intégrale avec une borne t. Bon, mais là, écrire des sommes infinies, c'est totalement illégitime. D'accord. Et vous savez pourquoi? Parce que seul Dieu est infini. Oui, mais là, on est en train de s'éloigner du sujet. Bon, donc le premier problème, c'est que, effectivement, du point de vue raisonnable, enfin, du point de vue de la logique, c'est compliqué d'écrire une quantité qui est infinie parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Mais il y a surtout du point de vue du bon sens, qui est que, à vrai dire, personne n'accepterait de payer l'infini pour jouer ce truc-là. Donne-moi l'infini, je vais te faire jouer à un jeu où tu as une chance sur 2 de gagner 1. Et 3 chances sur 4 de gagner moins de 2. Et 7 chances sur 8 de gagner moins de 4. Bon, bref, certes, on a une espérance mathématique qui est infinie, mais personne n'accepte de viser cette somme avec une probabilité aussi faible de récupérer quoi que ce soit. Et donc c'est là qu'il y a un paradoxe. Parce que je vous rappelle qu'il y a un paradoxe. Alors, un paradoxe, ça peut soit vouloir dire une contradiction dans les termes, d'accord? Mais ça, techniquement, on va voir c'est pas un paradoxe, c'est une antinomie. Un paradoxe, c'est quand on va contre paradoxa l'opinion. Un paradoxe, c'est quelque chose qui est choquant parce que ça paraît déraisonnable. Et donc, le paradoxe de Petersbourg, c'est justement que on nous propose un jeu pour lequel la solution qui était la solution classique à l'époque d'évaluation des perspectives aléatoires, qui était de dire on prend la résonance mathématique, ça donne un résultat déraisonnable. Et pourquoi le résultat est déraisonnable? Parce que personne, raisonnablement, ne paierait l'infini pour jouer ce truc-là. Si vous avez une objection, je veux bien que vous payiez l'infini. Moi, je vous fais jouer 2 fois, mais moi, je vois le prix si vous voulez. Bon, et vous savez que c'est à propos de ce jeu-là que Buffon, comme Buffon disait, bon, il y a quand même un truc, c'est que peut-être que quand même, on peut gagner l'infini. Donc il a pris un de ses domestiques, il lui a demandé de jouer au jeu 2500 fois, pour voir combien il gagnait. Je trouve que quand même, il faut avoir compris ce que c'est de calculer les probabilités. Pour dire à un gars, est-ce que vous pouvez jouer 2500 fois au jeu pour voir combien vous allez gagner en moyenne? Bon, ça sert à quoi de calculer l'espérance? Ça sert à... En fait, quand on joue 2500 fois, on voit combien Non, c'est pas en moyenne. Non, c'est sûr 2500 tirages, mais c'est pas... Enfin, comment dire? Pourquoi 2500 fois et pas 5000 ou 500? 2500 fois, ça n'a aucun sens. D'accord? Mais bon, bref. En fait, la notion d'espérance mathématique, c'est quand même un truc problématique quand on y réfléchit. Je ne sais pas si parfois vous réfléchissez à l'espérance mathématique. Mais c'est problématique parce que vous pouvez la définir mathématiquement, ça c'est pas compliqué, d'accord? Vous pouvez écrire que l'espérance mathématique, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x fois la densité de x, d'accord? Et donc là, vous avez résolu tous les problèmes métaphysiques et vous pouvez dormir tranquille. Mais le sujet, c'est, une fois qu'on sort la définition mathématique, concrètement, qu'est-ce que ça représente ce truc? Parce qu'on a l'exemple typique avec le jeu de Petersbourg, où l'espérance mathématique n'arrive jamais. Vous pouvez jouer 2500 fois, vous pouvez même y jouer 5000, parce que si vous voulez, j'accepte que vous payiez seulement une fois l'infini pour jouer 5000 fois au jeu, moi ça ne me gêne pas. De toute façon, je sais que je vais gagner. Donc, à quoi ça sert l'espérance mathématique si on a l'impression qu'on ne peut jamais y arriver? Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de gens qui trouvent que le calcul des probabilités est un truc foireux, parce qu'on a des concepts qui servent à rien. L'espérance mathématique, on n'y arrive pas, on a des espérances qui divergent, donc qu'est-ce qu'on a comme guide pour décider rationnellement? Alors, je voudrais juste vous dire 2 mots à ce sujet, ça nous éloigne un peu de l'assurance, mais on va y revenir après. En fait, quand on pense à l'amour, à la justice, à la paix, concrètement, on ne sait pas ce que c'est. Enfin, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la justice, mais moi j'ai jamais vu la justice. C'est-à-dire que je sais très bien qu'on vit dans un monde d'injustice. Il y a des gens qui travaillent et leur travail n'est pas reconnu, il y a des gens qui dorment dans la rue, ils n'ont rien fait de mal, et ce serait évidemment bien mieux si, au lieu que les gens dorment dans la rue, ils puissent avoir une belle maison, élever leurs enfants, être heureux et avoir un travail correct. Bon, or c'est pas le cas. C'est la faute de qui? C'est la faute de personne, c'est la faute que pour l'instant on ne sait pas comment faire. Et donc il y a des injustices, c'est pas pour autant que le concept de justice n'a aucun sens. Alors, le concept de justice, ça a un sens, dans le sens où on y va,
Et dans le sens où on y va, parce que c'est une exigence que nous avons tous, enfin nous et toutes, du moins j'espère. D'accord? Et c'est pas parce que non seulement on n'y est pas, mais encore on ne voit même pas quand on va y arriver, que c'est un concept qui est dénué de sens. Bah, l'espérance mathématique, vous avez compris ce que c'est. Et c'est d'ailleurs, c'est peut-être pas un hasard que ça s'appelle une espérance de ce point de vue-là. C'est juste parce que, de fait, alors le cas du jeu de Petersburg est particulièrement frappant. Mais c'est pas parce que l'espérance mathématique, ça n'est jamais le résultat d'un tirage empirique, ou ça l'est très rarement, que c'est un concept vide du point de vue de la décision pour l'action. De la même façon que personne n'a jamais vu ce que c'était que le pur amour, ça ne nous empêche pas d'espérer. Et non seulement, enfin pas seulement d'espérer, c'est pas. D'accord, on agit parce que c'est quelque chose auquel on croit. C'est quelque chose dont on croit que ça peut changer nos vies. L'espérance mathématique, c'est pareil. Alors après, je ne vais pas vous dire, moi je pense que l'espérance mathématique de la variable x, c'est 2,7 et c'est ça qui me fait agir. Non, c'est pas ça. Simplement, le sujet, c'est que c'est pas parce qu'un concept n'a pas de réalité et n'acquérera jamais de réalité que c'est pas une motivation pour l'action. Voilà. Bon, fin de la parenthèse philosophique, en avant. Une fois qu'on a compris donc que l'espérance mathématique, c'est pas tout à fait suffisant, qu'on ne choisit pas l'espérance mathématique, pour la bonne raison que l'espérance mathématique, 1, ça ne se réalise pas, et que 2, le paradoxe de Petersburg nous montre que le fait qu'il existe une espérance mathématique infinie, ça ne nous engage pas à payer l'infini pour l'obtenir. Donc manifestement, l'espérance mathématique, c'est quelque chose qui nous donne une idée de ce que vont être les réalisations de la variable aléatoire, mais ce n'est pas forcément ce qui va décider de notre action. Donc pour savoir ce qui décidera de notre action, revenez la semaine prochaine, n'est-ce pas, et nous continuerons la théorie de la décision et on attaquera la micro de l'assurance. Merci de votre attention, bonne semaine.